Magnéto, Serge. Je crois pas, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. France d'en haut, France d'en bas. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission où tout le monde peut parler. Avec nous ce soir, Laurent Baffy, Véronique Geneste, Nadia Vadori, le leader des boucliers humains, le cinéaste pro-guerre. Elle a connu la guerre du Golfe. David Charvet, le ministre de l'Intérieur de Jospin, rescapé de la tuerie de Nanterre, Alain Soral, plus notre fameux blind test, consacré ce soir à l'amour, mesdames, messieurs. Hey, dis-moi Thierry, qu'est-ce que tu fous encore dans ma télé? Question audimat, t'es plutôt bien monté. Avant d'accueillir Laurent Baffy, je vous propose de regarder les meilleurs moments de l'émission précédente. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé et c'est préparé par Monsieur Jean-Hugues Noël. Manito, dit Serge, là, je connais. Voici Chouchou. Il allait à l'Apocalypse, Gad Elmaleh? Oui, il allait à l'Apocalypse. Ah bon? Oui, oui, oui. Et il est plutôt beau mec, non, quand même, Gad Elmaleh? Oui, c'est un beau gosse. Oui, c'est un beau gosse. Il a des yeux... Il a des yeux du biche. Quand il veut, je lui fais son fantasme. Laisse tomber. Et je dis attention les gens, surtout dans une période en ce moment de crise où le monde est cynique, le monde est ironique, il faut de la tolérance, oui. Il faut du droit à la différence, il me faut un troisième mot en onze. France. Merci beaucoup. Si vous étiez un homme, Chouchou, quel genre de femme vous attirerait? Madonna. Madonna, pour moi, c'est le comble de la sexualité à outrance. Ah ouais. Vous trouvez que c'est celle qui a l'air le plus salope, quoi? Bon, je n'irai pas jusque-là parce que j'ai des amis en Algérie et au Maroc qui me regardent cette heure-ci. Ouais. Mais c'est une grosse salope que j'aime bien. Comment pourrais-je vous séduire? Vous? Oui. J'adore les fleurs. Oui. Sauf les orchidées. Les orchidées, c'est ma bite noire. Ça, j'aime pas. Oui. Bonsoir la France! Au revoir, Chouchou. Au revoir, Chouchou. Des filles de mon âge qui avaient 13 ans, 14 ans, 15 ans, elles étaient plus développées que moi. Moi non, moi j'étais très maigre, j'étais très grande. Je suis désolée, maintenant je ne sais plus ce que vous dites. C'est pas grave. Alors Non, où on était? vous étiez sur le point de donner votre numéro de portable au moment. Alors, il y a deux Pascal Sevran, hein, comme il y a les deux Sèvres. C'est vos deux faces. Vous êtes un Janus. C'est du pot qu'il n'y a pas ma fille. Là. Bien. Alors, coup de bol. Oh là, coup de bol. Vous préféreriez faire l'amour avec 1000 mecs toujours de la même façon ou avec un mec mais de 1000 façons différentes? Je suis pas obsédé par ça du tout. Oui, d'accord. Ça m'amuse très peu de temps. Hein. Oui. Bah, je sais pas, moi, prenez du Viagra. Oh, ça va très bien. Vous vous souvenez de votre premier baiser, vous? Non, je me souviens pas. Ouais, c'est dans la cour de l'école, je suis sûr. Oui, à l'époque où c'était pas... À l'époque, c'était pas mix, t'étais obligé d'embrasser les garçons, hein. Moi, c'était pareil pour moi. Je te l'ai amené sur un plateau. Hein. Hey, il est sympa, hein. Ah, il est sympa. Bien, Monsieur je crois que malheureusement, on ne pourra pas vous mettre d'accord. Non, ça, je souhaite que non. Jamais, et moi aussi. Je souhaite que non. effectivement Il y a qu'on se des mette gens pas d'accord. avec lesquels je suis d'accord, Ne ceux qui jouez aiment pas la les paix. victimes. Et ce sont des juifs Merci avec à tous les lesquels deux. je suis Allez-y et laissez-moi tout seul finir mon émission. Merci. Voilà, c'était Tout le monde en a parlé. Préparé par Monsieur Jean-Hugues Noël, mesdames, messieurs. Et maintenant, j'accueille Laurent Baffy.
Bonsoir Laurent. Salut Thierry. Ça va Laurent? Très bien et toi? Ben ça va, mais comme l'émission est un peu plus courte ce soir à cause de la guerre, on va pas pouvoir se parler beaucoup là. Ah bon? Non. C'est con, j'avais plein de trucs à te dire. Ben je sais, mais bon. On enquille Ah ben non, mais c'est la guerre, hein, ça va changer des trucs dans nos vies, hein, c'est sûr. Je n'ai pas compte des répercussions. Non, mais là, tu vois déjà, le genre de répercussions que ça a, par exemple, tout de suite, là, déjà, dès le premier samedi. Quelle voilà. connerie la guerre. Ouais. C'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. George Bush est pour nous tous un ami. Et maintenant, Bienvenue à l'hôtel commissariat. Y a toujours de la place, y a toujours de la place, y a toutes sortes de races. Tous les collègues de l'hôtel commissariat. voici Véronique Geneste. Véronique Geneste, bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous, Véronique. C'est vrai. Bah ouais, on est très heureux d'avoir Julie Lescaut, alias Véronique Geneste, alias Véronique Combouillard. Bonsoir. Yo Combouillot Combouillot. C'est OMBUL HAUD. Ah, mais c'est bien Combouillot, je crois que C'est c'est justement parce Combouillard. qu'il y a des gens qui le prononcent comme ça que j'en ai changé. Ah ouais, non, mais je crois que c'est Combouillot, Combouillard. moi. Combouillon, des Combouillots. Combouillard. C'était ça, ouais. plusieurs. Donc Corbillard, donc j'ai fini par me dire Genève. Combouillot. Combouillot. D'accord. Alors, Véronique, depuis 10 ans au top 10 des audiences, 10 millions de téléspectateurs en moyenne, 3 sets d'or, la comédienne la mieux payée du PAF. Oui, enfin, je sais pas. J'ai pas demandé aux autres. Hein. C'est bien, il y en a encore combien à faire de Julie Lescaut? Là, j'en ai encore 7 sur la série, sur la 5e série. Et après, sur la nouvelle série? Bah 13, puis 13, puis 13, puis après Mamie Lescaut, 13, puis 13, Mamie puis Lescaut. après Grand Mamie Lescaut, 13, puis 13. Vous pensez quoi des flics, enfin les vrais, ceux de Sarkozy, je veux dire? Bah oui, j'ai de bons rapports avec eux. Hein. Ils me saluent, c'est Ouais. le patron. Ah ouais. Je dis, poussez-vous un peu. Non. Et ils croient que vous êtes une vraie flic? Non, non, mais on a de bons rapports parce que je pense que l'image de Julie, ça leur plaît bien, à l'image Ouais. qu'on donne de la police. Oui. Donc, j'ai plutôt des rapports assez cool. Et puis, je me frictionne pas trop à eux non plus parce que je roule pas en voiture. Alors, Ah oui, vous roulez en moto ou en scooter, vous? Oui. donc c'est plus difficile à rattraper. Véronique, est-ce que vous êtes doublée pour les scènes de machine à écrire? Je ne veux pas qu'on me double. Même pour les Je scènes. n'autorise personne à me doubler. Même... Même pour les scènes de machine à écrire. Ah, les scènes de machine à écrire, si, parce que c'est pas Ouais. possible. J'ai trop d'ongles, si Bah tu oui, veux. ouais. Donc j'arrive pas. Tu vois, faudrait que je J'en me étais fasse. sûr. Non, c'est pas possible. Bon, on arrête avec Julie Lescaut, on passe à Véronique Combouillot. Ya. Vous êtes née en 1957 à Meaux et votre père disparaît prématurément quand vous avez 10 ans. Ouais. C'est lui qui vous a transmis le virus de la comédie, votre père. Il m'appelait Sarah Bernard. Ouais, Et je lui jouais à la comédie, j'obtenais tout ce que je voulais de lui. ouais. Et quand vous avez rencontré celui qui est devenu votre mari par la suite, Meyer Bokobza, vous dites, j'ai eu l'impression de voir en face de moi le sosie de mon père. En plus, il est médecin Pas le comme mon sosie, père. Mais disons Ouais. une morphologie un peu similaire. Ouais. Mon père, il était assez trapu, il était beau mec, on l'appelait joli cœur. Ah. Et puis j'ai vu en face de moi, il se ressemble pas vraiment, mais il y avait une morphologie commune, ouais. Ouais. Ma Ça- mère vous dira que non, hein, mais moi je trouve. C'est en mémoire de votre père que l'année du bac, vous envoyez tout balader et vous décidez de vous consacrer à vos vrais centres d'intérêt qui sont la moto, l'équitation et la comédie? Non, c'est pas en mémoire de mon père, c'est simplement parce que j'en avais envie. Hein. Ouais. Ah non, c'est simplement parce que c'est ça que je voulais faire depuis longtemps. Je voulais être Mary Poppins, moi. Ouais. Donc je pars à Paris pour être Mary Poppins, Ouais. je prends mon parapluie et je descends sur la capitale. J'ai failli me prendre la Tour Eiffel. Alors donc à 18 ans, vous décidez de monter à Paris, vous vendez votre cheval qui s'appelle Tartare. Le cheval s'appelait Tartare, Ouais. t'imagines comment il a fini. Et donc vous prenez une chambre de bonne à Paris, c'est très courageux quand même ça, non? De prendre une chambre de bonne. Non, Il y en a- ça c'est non, mais d'arriver comme ça toute seule à Paris à 18 ans en disant à nous deux Paris. Mais je suis très courageuse, Ouais, très hein, tu te rends pas courageuse, compte. Je suis la femme la plus courageuse C'est de France vrai, du monde, c'est moi. vrai. Et vous décrochez un petit job au Palais des Arts, vous occupez du standard, Voilà. de la caisse, des décors. Un peu de tout, on fait un peu de Vendez les programmes. Ouais, je rencontre Brassens. Mon rêve. Eh oui. Donc vous vendez les programmes, vous placez les gens au Palais des Arts, ensuite quelques pubs, et en 80, vous faites le casting pour Nana. Et quand vous allez dans cette boîte de prod, la fille vous dit, avec le cheveu que vous avez sur la langue, vous n'avez aucune chance. Ah, mais quand je suis sortie de là, je pensais que vraiment j'avais aucune chance nulle part. J'avais les Ouais. oreilles décollées, j'avais un cheveu sur la langue, j'étais moche, j'étais bête. Ouais. Vous avez un cheveu sur la langue, vous?
Pareil, j'avais une moumoute. Ah bon, mais j'entends pas, moi. Bah, j'avais plus la moumoute quand j'étais petite. Ah ouais. Maintenant, il me reste le petit cheveu. Les petits cheveux. C'est le J Non, et c'est le joli. chat. Je trouve ça très excitant. T'as vu ça, Très hein? sexy. Très, très sexy. Non, mais c'est vrai. Et vous avez quand même laissé votre photo et vous avez été choisi sur 168 candidates, ce qui est vraiment pas mal. Donc, Nana, quand ça a été diffusé, succès immédiat. Et puis ensuite, vous avez fait un tabac sur scène au théâtre avec l'amuse-gueule. Ouais. Voilà. Et c'était effectivement un amuse-gueule, puisque derrière, le producteur Jean-Pierre Guérin vous remarque dans Association de malfaiteurs et il vous propose Julie Lescaut. Julie Lescaut. Ta 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 ta. Énorme. Vous voulez ça? Vous voulez ça? C'est bien. Un triomphe romain pour Véronique Jeunesse, mesdames, messieurs. Alors, avant Julie Lescaut, vous avez quand même fait 15 films de cinéma, de la télé, du théâtre. Et puis on vous réduit toujours au personnage de Julie Lescaut. Oui, bon, évidemment, c'est devenu tellement populaire, Julie Lescaut, que c'est un peu normal. Ouais. Le succès de Julie Lescaut vous a bloqué au cinéma. Vous dites, qui sait si 6 mois après avoir signé Julie Lescaut, j'aurais pas décroché le rôle de ma vie au cinéma? Oui, puis en même temps, je crache pas sur la télévision parce qu'elle m'a fait vivre, elle m'a fait connaître. Je veux dire, oui, qui sait, s'ils étaient venus plus tôt et puis ils sont pas venus plus tôt, Ouais, quoi, c'est ouais. pas grave. Mais c'est vrai qu'au cinéma, on vous propose pas des trucs terribles. Vous croyez que c'est un snobisme parce que vous êtes une star de la Non, je télé? pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs terribles, surtout. Ouais. Si c'est pour aller au cinéma faire un film qui est faisable à la télé, c'est peut-être pas la peine. ouais. Tu vois. Alors, vous avez le problème finalement du triomphe de Julie Lescaut d'une certaine façon. Moi, pour moi, c'est pas un problème, Ouais. hein, honnêtement. Hein. Et alors, votre mari, Meyer Boukobza, lui a un autre problème. Lui, il était médecin. Et finalement, ça l'embête un peu d'être le prince consort de la reine du PAF, on pourrait dire. Oui. Non, mais c'est parce que je crois qu'il arrivait plus très bien à trouver sa place, disons, dans tout ça. Et puis, en fait, pour le joke, on dira qu'il paraît que pour réussir, il faut coucher avec un producteur. Donc, il est devenu producteur. Voilà, c'est tout. Donc, c'est bien comme ça. La boucle est bouclée. Voilà, Il souffre du regard des autres un peu. Il se dit, tiens, les gens me voient avec elle. Ils se disent, lui, c'est le mari de Véronique Jeunesse. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ouais, bah, on se le dit pas longtemps quand on le rencontre. Oui. Hein, c'est le mari de Véronique Jeunesse. Parce qu'il a vraiment une telle personnalité que c'est peut-être la première impression que les gens peuvent avoir, mais c'est pas la seconde. Hein. Il s'occupe de votre boîte de prod qui s'appelle Sam et compagnie, du nom de votre fils. D'ailleurs, vous faites un téléfilm chez vous, dans votre boîte de prod. Le tournage commence le 24 mars. Oui. Donc Meyer, il s'occupe de ça. Ah oui, il s'occupe que de ça en ce moment. Bah oui. Ouais. Donc ça va, là. Ah, ça va super. Non, parce que je me souviens, à un moment, vous lui avez dit, écoute, si vraiment ça te fait chier de profiter de tout ça, retourne pointer à l'hosto, et puis voilà. Vous êtes capable de dire des trucs comme ça, Je suis capable de dire ça, mais je lui ai pas dit parce que je pense que là, on lui dit pas ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il m'aurait peut-être claqué la porte au nez. Ah oui, d'accord. Il a mauvais caractère. Ah oui, il a mauvais caractère. Ah oui, d'accord. Il y a plus que moi. Donc, vous vous occupez... Vous vous occupez de Julie Lescaut, de votre fils, Sam. Vous vous occupez de votre boîte de prod. Et vous occupez de... Je m'occupe, hein, t'as remarqué. Ah, vous occupez, oui. Et vous occupez de Nadia Vadori. Oui, enfin, je m'occupe pas de Nadia. J'ai envie de promotionner ce qu'elle fait parce que je suis très touchée par ce qu'elle fait et que j'adore ce qu'elle fait, voilà. Nadia Vadori. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai pas vue parce qu'elle sort du théâtre. Ah oui, bah oui. Comment ça va? Ça va très bien, on a eu une panne de courant, c'était une grande première. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Eh ben, ils ont rigolé, et nous aussi, sur le plateau, on a attendu que ça passe. Ouais. Bien. Donc, Nadia Vadori, vous dirigez une compagnie qui s'appelle Les Souliers Rouges et qui propose un spectacle intitulé Motion and Motion. C'est classe, non? C'est classieux, hein? C'est classe, hein? Ouais. C'est ni du théâtre, ni de la danse, mais du motion, hein, votre spectacle. C'est du mouvement. Voilà. Hein, c'est ça. Alors, il y a tout. Il y a de la danse acrobatique, du mime, du chant, des petits textes. C'est une collection d'instants, de rencontres entre des hommes et des femmes. Et un mélange de danse, de théâtre, de peinture, de musique. Je fais danser les acteurs, en fait. C'est très ludique.
parce qu'on rit beaucoup, on se détend beaucoup, c'est très poétique. Ouais. J'avais envie de l'aider parce qu'elle commence au Student Théâtre, là, et j'avais envie de l'aider et dire aux gens, allez voir si vous pouvez passer un super moment, voilà. Voilà. Alors, c'est jusqu'au 6 avril au Student Théâtre, c'est comme ça qu'on dit? Oui, au Student Théâtre. C'est dans le 18e. Manito, dit Serge, là, je connais. Ça s'appelle Motion and Motion. C'est au Student Théâtre, dans le 18e. Et c'est Nadia Vadori, mesdames, messieurs. Ils sont bien dressés, hein? Véronique, vous savez ce qui vous attend maintenant? Non. Une interview jugement dernier. Ah! Oh là là, dure la loupiote! Véronique Geneste, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Véronique Geneste, as-tu peur d'aller en enfer? Sur le câble. C'est ça l'enfer? Oui, ah ouais, oui. super peur. As-tu déjà regardé TF1 le samedi soir? Ça m'a fait peur. Oui, tous les samedis soirs. As-tu déjà regardé un film porno en y prenant du plaisir? Je dois dire la vérité? Là, c'est le jugement dernier. À mon avis, t'as pas le choix. De toute façon. Allez, ouais. C'était quoi, Véro? C'était quoi? Je sais pas, c'est un truc dans un escalier. C'est fou l'effet que ça fait, les escaliers, ouais. moi. Je veux dire, mais moi, les escaliers, c'est un fantasme terrible avec un ascenseur. Ah, t'es une cochonne de palier, toi. Ah, Laurent. c'est sympa, ça, une cochonne de palier. C'est sympa de venir sur une autre chaîne et de se faire traiter de cochonne de palier. Cochonne de palier. C'est agréable. Je me suis déjà fait couper de grosses poufiasses rousses. Mais cochonne de palier, jamais. Véronique Geneste. Ouais. As-tu déjà pensé à épouser Navarro pour faire 60% de part de marché? Non, parce qu'on saurait pas qui le fait. As-tu déjà menti sur ton âge? Oh oui, alors j'arrête pas. D'ailleurs, tu t'es planté tout à l'heure. T'as plus? Je sais pas. Je suis au paradis, je peux pas mentir. Hein. La prochaine question, c'est pas de moi, c'est de Allah. As-tu incité des gens à manger du porc? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par inciter à manger du porc? Faire de la pub pour du jambon. Ah, c'est ça, en fait. Nadia, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, ça s'appelle Motion and Motion. C'est au Student Théâtre, dans le 18e, mesdames, messieurs. Merci. À tout à l'heure. Nadia. Elle est sympa, hein? Et maintenant... C'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. George Bush pour nous tous un ami. J'accueille Kino Kif. Mais là, moi, non. Bonsoir. Donc, Kinoki, vous avez une larme là, tatouée au coin de l'œil gauche. Vous dites c'est pour mieux exprimer ma souffrance. C'était en effet le reflet de ma souffrance et la souffrance que je ressens en voyant la folie autour de moi, les bombes qui tombent sur Bagdad. La larme est justifiée. Alors Ken, vous êtes né en 1969, l'été de l'amour, le Summer of Love, en Californie, dans la Napa Valley, l'endroit où on fait du très bon vin.
Enfant, vous n'avez pas été très aimé par votre père et c'est sans doute ce qui vous a laissé une haine viscérale de toute autorité et une vocation à soutenir le faible contre le fort. J'ai effectivement analysé mon enfance et vous avez en partie raison là-dessus. Mais enfin, ce dont je me souviens le mieux, c'est l'amour inconditionnel que ma mère m'a apporté. C'est cet amour que je ressens pour le monde, la famille humaine dans laquelle je vis aujourd'hui plus que tout. Alors, à la fin de vos études, vous exercez divers métiers, dont serveur dans un restaurant français à San Diego. Vous avez une vie assez facile, peut-être un peu trop facile. Et vous vous dites que l'armée pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons et vous permettrait peut-être de faire quelque chose dans le monde. Donc à 19 ans, vous vous engagez dans les marines pour défendre les valeurs américaines, la démocratie, la liberté. Et vous dites aujourd'hui, c'est la chose la plus bête que j'ai faite dans ma vie. Moi, je suis reconnaissant en fait que je n'ai tué personne, mais en même temps, j'ai participé à une chose que je trouve criminelle. Donc en 1991, vous vous retrouvez dans la guerre du Golfe. Et là, vous découvrez que vous n'êtes pas là pour rétablir la paix, mais pour défendre les intérêts du complexe militaro-industriel américain, à commencer par ceux de la famille Bush. Mais surtout, vous découvrez, durant la guerre du Golfe, que l'armée américaine utilise de l'uranium appauvri contre les populations locales et que finalement, les soldats américains ont en quelque sorte servi de cobaye. Et cette maladie, on l'a vu par la suite, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe. Est-ce que vous croyez que dans la guerre qui vient de commencer, de l'uranium appauvri sera également utilisé? J'en ai pas le moindre doute. Le Pentagone vient d'annoncer il y a quelques jours que l'uranium appauvri était sans danger et qu'il pourrait être utilisé. Alors là, vous quittez l'armée, vous rejoignez Greenpeace pendant 1 an. Vous devenez militant anti-guerre, pacifiste. Et vous attribuez l'accouchement prématuré de votre femme avec un enfant mort-né aux expériences de l'armée américaine. Pourquoi? C'est pas de la paranoïa, ça? Il ne faut pas oublier que l'armée américaine ne nous a jamais prévenus que ces armes étaient utilisées et qu'il fallait rester à l'écart de tout cela. C'est en étant en présence de ce matériel qu'on a été contaminé. Ouais. Alors vous êtes très obsédé par ça, on le comprend évidemment, et vous collectionnez sur votre site internet des photos de fœtus irakiens irradiés. C'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que quand j'étais en Irak, je me suis rendu dans un hôpital pour enfants à Basra, dans le sud de l'Irak, qui a été repris actuellement par les forces américaines, et j'ai vu des enfants mourir de leucémie, de cancers liés à l'uranium appauvri. Alors ensuite, vous inventez le concept de bouclier humain. En fait, c'est pas vous qui l'avez inventé. Au départ, c'est une idée de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Lui, il avait mis des otages occidentaux sur les sites stratégiques. Vous, en fait, dans votre idée, les boucliers humains sont des volontaires, des Occidentaux qui vont en Irak, évidemment, par exemple. Et même au-delà des boucliers humains, votre idée, c'est la migration des Occidentaux. C'est-à-dire, vous dites que s'il y avait beaucoup d'Occidentaux qui étaient partis à Bagdad, vraiment des milliers, les Américains n'auraient jamais pu intervenir militairement. Le problème, c'est que pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, si l'on est vraiment sérieux pour arrêter la guerre, il ne suffit pas de manifestations, de pétitions. Manifestement, ceci n'a pas suffi. Mais s'il y avait eu 10 000 personnes en Irak, je pense qu'on aurait pu arrêter les bombes. Alors, ces migrations de masse dont vous parlez, vous pensez qu'elles devraient avoir lieu, évidemment, en Irak, mais aussi en Palestine, en Tchétchénie, c'est-à-dire dans tous les points du globe où il y a des guerres, en fait? Absolument. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas à une vie non occidentale autant de valeur qu'à une vie occidentale. C'est-à-dire qu'un blanc américain, lorsqu'il est tué, là en Palestine c'est arrivé parce qu'un bulldozer l'a écrasé, alors là, le monde entier en parle. Mais quand un Palestinien se fait tuer, ça arrive tout le temps, mais on n'en parle jamais. Alors vous lancez votre mouvement en Angleterre à travers une émission de la BBC. Et vous partez en Irak à la tête d'un convoi avec 2 bus à étages. Alors au départ, vous étiez 300, à peu près, 300 boucliers humains occidentaux. Et puis quand le gouvernement irakien a cherché à vous placer sur des sites stratégiques, il y a eu des grandes discussions entre vous, entre les boucliers humains. Et il y en a une petite centaine qui est restée en Irak, qui a accepté d'aller là où les autorités irakiennes voulaient les disposer.
Et il y en a d'autres qui sont partis. Il y en a à peu près 200 qui sont partis. Vous êtes partis, mais le dernier. Il faut être clair, j'ai été expulsé. Et d'ailleurs, j'ai évité l'expulsion le plus longtemps possible. Enfin, je n'avais que 24 heures avant que les autorités irakiennes ne me découvrent. Et ils voulaient s'assurer qu'ils m'aient trouvé. Ils m'ont expulsé avec 5 escortes et 2 véhicules. Sinon, je ne serais jamais parti. Donc, vous avez été expulsé le 8 mars. Pour vous, c'est un échec, cette opération? Ah non, non. Peut-être que cette fois, nous n'avons pas réussi, mais la prochaine fois, on arrivera à arrêter la guerre. Et je dis que nous pouvons arrêter l'occupation de la Palestine aujourd'hui, ce qui est ma prochaine priorité, dès que cette situation s'arrêtera d'ici quelques jours, sans doute. J'accueille maintenant quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Voici Romain Goupil. Bonsoir. Question très simple, Romain Goupil. Est-ce que vous ne croyez pas que cette guerre va faire exploser le terrorisme? Loin de ça, c'est-à-dire que l'argument qui est utilisé, c'est de dire pour l'instant on n'a aucune preuve contre l'Irak, donc on ne peut rien faire. Ouais. Et quand on a trop de preuves, qu'est la Corée du Nord, avec des armes atomiques, on ne peut rien faire, c'est trop tard. Alors avant on n'a pas de preuves, c'est trop tôt, et après c'est trop tard. Ce qui se passe en Irak, ce qui est en train de se passer en Irak, c'est effectivement, il a des armes de destruction massive. Et j'espère qu'il ne va pas les utiliser contre les troupes anglo-américaines. Ça représente un danger pour son peuple, il l'a prouvé en 88 en les gazant, ça représente un danger pour les voisins, il l'a prouvé par 2 fois contre l'Iran et le Koweït, et ça représente un danger pour la communauté internationale. D'accord, moi je vous demande si ça va faire exploser le terrorisme. Non, ça ne va pas faire exploser le terrorisme, c'est essayer d'empêcher que, à terme, ça devienne le collègue de Ben Laden. Vous ne pensez pas que tous les musulmans du monde vont se sentir solidaires de Saddam Hussein? Mais bien sûr que non. Demandez. Mais enfin, il suffit de poser la question et de ne pas parler comme vous à la place des Irakiens. Prenez ce que disent les Irakiens. Saad Salam, qui est un cinéaste comme moi, qui a été torturé sous Saddam Hussein. Il est en France, il dit la principale arme de destruction massive en ce moment, c'est Saddam Hussein. Mais non, bien sûr, c'est pas Bush. Il faut être un peu réaliste. Quand on parle d'armes de destruction massive, si on veut parler de cela, il faut parler des États-Unis d'abord. Ce sont les États-Unis qui possèdent le plus grand nombre d'armes de destruction massive, plus que n'importe qui au monde. Ils dépensent des milliards, des centaines de milliards par an pour accroître leur arsenal d'armes de destruction massive. Et ce sont justement les Américains qui fournissent le monde entier avec ces armes de destruction massive. Les États-Unis ont utilisé 2 fois la bombe atomique et la deuxième fois a été particulièrement criminelle parce que les Japonais étaient prêts à se rendre. Alors, qui faut-il désarmer? Saddam Hussein, on ne trouve pas d'armes chez lui. S'il y a un pays qui doit être désarmé, c'est les États-Unis qui doit être désarmé maintenant. Il est en train... Oh, mais... Ne soyez pas... N'applaudissez pas quelqu'un qui est en train de défendre... Quelqu'un qui est en train de défendre un assassin. Il est en train de vous expliquer, mais il le défend. Il est en train de dire qu'il n'a aucune arme de défense. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est en train de défendre l'assassin de son peuple. Il est en train de parler à la place des Irakiens et des Irakiennes. Il est en train de dire que Saddam n'a pas d'armes de destruction massive. Mais même les inspecteurs l'ont prouvé. Les inspecteurs l'ont montré et les inspecteurs veulent des preuves. Écoutez, maintenant, on va faire rentrer quelqu'un qui est irakienne. Voici Kenza. Kenza, bonsoir. Bonsoir. Donc on vous a connu au départ comme Kenza du Loft. Oui. On ne savait pas que vous étiez irakienne. Votre vrai nom, c'est Manal Braiga. Exact. Et pas du tout Kenza. Vous êtes né en Irak, à Bagdad, le 13 novembre 1976. Et Saddam Hussein arrive au pouvoir quand vous avez 3 ans. Exact. Alors, vous dites, quand vous parlez de Saddam Hussein, oui, c'est vrai, c'est un tyran, mais sous son règne, il y a eu quand même des avancées technologiques et industrielles. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vécu la guerre Iran-Irak, qui a duré, bien sûr, 8 ans, tout le monde le sait.
Et c'est vrai que moi, j'ai vu l'Irak fleurir dans les années 80. Je crois que ça a été les années les plus belles que l'Irak a vécues. Et c'est vrai que j'ai vu des avancées technologiques assez importantes depuis que Saddam est au règne. Ouais. Mais il n'y a pas eu que ça. Il a aussi mis en avant l'éducation, qui était quelque chose de très important dans le pays. Et il a fait aussi, malgré le fait qu'il soit un dictateur, certes, je le confirme, mais il a fait des choses formidables aussi pour son pays. Alors, comme Staline. Hein. Vous avez 14 ans quand la guerre du Golfe éclate. Et dans la nuit du 17 janvier 1991, vous dormez d'un sommeil profond. Exact. Votre cartable est préparé pour aller à l'école. Pour le lendemain, oui, on n'était pas du tout préparé pour cette guerre. Ouais, et en pleine nuit, votre mère vous traîne dans la cave. Et j'ai vu mon père, pour la première fois, devenir blanc et devenir non pas un homme fort, mais un homme qui avait peur et qui ne savait pas réellement quoi faire. Donc c'est vrai que ma mère a pris les devants et était ce jour-là beaucoup plus forte que mon père. Et c'est vrai que ce côté où je voyais mon père depuis très longtemps, cet homme oriental qui nous montrait toujours qu'il était disponible, qui était l'homme le plus fort de la famille, c'est vrai que cet homme s'est transformé en quelques secondes en un petit enfant qui avait réellement peur de la guerre. Alors c'est une nuit qui vous a extrêmement marqué. Vous dites aujourd'hui, le premier mercredi du mois à midi, quand j'entends les sirènes à Paris, j'ai les nerfs encore à fleur de peau. Vous êtes resté une semaine sans sortir de l'abri anti-atomique que les Japonais avaient construit dans votre immeuble moderne. Exactement. Oui, dans ces abris, tout le monde était entassé. Il y avait les gosses, il y avait les vieux. Vous dites que c'était assez difficile. Bien sûr, surtout qu'il n'y avait aucune, comment vous dire, on n'a rien préparé, il n'y avait pas d'eau potable, aucune condition d'hygiène confortable. Donc c'est vrai que les enfants commençaient à tomber malades. Moi j'ai vu des hommes âgés tomber rapidement malades, avec des crises d'épilepsie. Mon père est tombé très malade, malgré qu'il soit médecin et que je l'ai rarement vu tomber malade comme cette fois. Moi je commençais, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, j'avais une diarrhée qui commençait un peu à être assez suspicieuse. Donc ma mère, une semaine après, elle lui a dit à mon père, écoute, moi je pars, je mets le poing sur la table, le régime, j'en ai rien à foutre. Moi la vie de mes enfants coûte, il n'y a pas de prix pour la vie de mes enfants, donc je me casse avec mes enfants et je traverserai les frontières avec mes enfants. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, vous êtes parti et vous êtes retrouvé dans un camp de l'ONU à la frontière iranienne, vous arrivez en France. Tout ça, vous le racontez dans un bouquin qui va sortir dans quelques jours. Vous reviendrez nous parler du livre. Mais je tenais ce soir à avoir votre témoignage parce que finalement, c'est votre ville natale qu'on est en train de bombarder. Oui. Je pense que personne ne me contredira ici pour dire que Hussein est un dictateur. Mais je confirme. Moi personnellement, je suis irakienne. Enfin, aujourd'hui, je suis française depuis mes 18 ans, mais je confirme que c'est un dictateur, bien sûr. Et malheureusement, mais ça ne donne pas le droit. Mais ça donne on a donné toutes les possibilités en 91. Quand il a démarré la guerre en 90, on lui a donné toutes les possibilités pour une négociation. Il a attaqué le Koweït. Pour là, ça fait 12 ans qu'on lui dit, si tu donnes les preuves depuis le 21 avril 91 que tu as tout désarmé, on lève l'embargo. Mais l'Irak est désarmé à 95%, il reste 5%. C'est pas les 5%. Scott Ritter, Romain, vous savez bien, Scott Ritter, qui a été un inspecteur de l'ONU à... Vraiment, il était en Irak pendant 7 ans. Il était assis ici. Et il s'est fait virer. Il a oublié simplement de dire ici, à cette table, qu'en 98, il s'est fait virer et que de 98 à maintenant, qu'est-ce qu'a fait Saddam Hussein? Qu'est-ce qu'il a fait? Je pensais qu'on a abordé toutes les solutions, en tout cas possibles et imaginables, avant d'attaquer l'Irak. Mais comment vous pouvez dire ça? On leur a proposé tout. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen en 98? De renvoyer les inspecteurs, dont Scott Ritter. Donc en 98, il se met hors la loi. Et à partir de 98, bien sûr... Laissez-la répondre. Ne soyez pas bouchiste, laissez-la répondre. Déjà par galanterie. Hein. Donc la question, c'est est-ce qu'on a essayé tous les moyens? Donc vous êtes pour cette guerre, en gros? Je suis pour la guerre contre Saddam et pour la paix pour le peuple irakien. Et vous pensez qu'il n'existe pas d'autres moyens Mais on les a tous essayés, on a tout essayé. Vous pensez qu'avec toutes les avancées technologiques et avec tous les renseignements généraux que Bush a en sa possession, il n'a pas pu, depuis pas mal de temps, en tout cas depuis très longtemps, débarrasser l'Irak de Saddam? Vous proposez quoi? Je propose quoi? C'est pas à moi de donner les solutions, monsieur. Je suis désolée. Moi, je suis là. Vous proposez que Bush assassine Saddam Hussein, c'est ça? Non, mais Bush n'est pas du tout en train d'assassiner Saddam Hussein. Il est en train d'assassiner le peuple. En train d'essayer d'assassiner Saddam. Ah bon, vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu des bombardements sans victimes? Est-ce que vous connaissez des bombardements sans victimes, vous?
Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des bombardements sans victimes? Non, mais répondez-moi. Kenza, vous avez encore de la famille là-bas? Bien sûr, j'ai encore de la famille. J'ai eu récemment quelqu'un de la famille il y a à peu près 2 semaines. Ouais. Mais on a eu, j'ai ressenti beaucoup de tristesse dans la voix, beaucoup de fatigue. Je crois qu'ils en ont vraiment Vous avez marre. votre oncle au téléphone? Oui, j'ai eu un oncle au téléphone. Et vous avez parlé en français ce jour-là et pas en irakien? Oui, parce qu'en fait, il m'a demandé tout de suite mon numéro de portable. Il m'a appelé d'une cabine téléphonique. Il m'a dit, écoute, je te rappelle. Pourquoi? Bah pourquoi, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, quand il m'a appelé, j'ai commencé un petit peu à lui poser des questions sur la situation du pays, comment est-ce qu'il se préparait à la guerre. Et les quelques mots de français qu'il a pu utiliser sont parle pas, parle pas. Ah ouais. Voilà, en fait, je crois qu'il y a un mélange de paranoïa, il y a un mélange de peur. Je crois qu'ils ont l'impression que la plus simple cabine téléphonique dans la rue est sous écoute. Donc vous avez grandi dans le régime de Saddam Hussein. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, vous n'êtes pas pour Saddam Hussein, mais vous trouvez dommage que pour se débarrasser de Saddam Hussein, on soit obligé de bombarder l'Irak. Non, lui, il trouve ça bien. Aujourd'hui, je suis contre. Non, mais il y a bien un moment, il faut agir. C'est ça que je dis. Là, on est quand même un peu en train d'écraser une mouche avec un pavé. Récemment, Bush a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à attaquer l'Irak. Alors, vous pouvez m'expliquer alors quel est l'intérêt aujourd'hui d'attaquer son vrai l'Irak? intérêt. Oui, c'est vrai. Si on vous explique, si on écoute monsieur ou si on explique ce que dit ou ce qu'on nous explique dans les journaux, ça serait des intérêts pétroliers. Si c'est des intérêts pétroliers, il a tout intérêt à lever l'embargo, à faire la paix avec ce dictateur et à faire immédiatement du commerce. Il a tout intérêt. C'est son intérêt immédiat. Là, ils ont essayé depuis le 12 septembre à l'ONU de convaincre l'ensemble de la communauté internationale que c'était un danger pour tout le monde. Ils n'ont pas réussi parce que les Français ont dit, quel que soit le vote, nous mettrons un veto. Il n'y a pas que les Français qui l'ont dit, il y a aussi les Russes et les Chinois. Ah bah oui, mais merci de l'association. Russes, assassins de Tchétchènes, qui ont un pied dans le sang, et les Chinois, c'est Tiananmen et c'est le Tibet. Donc, écoutez, on s'est allié avec Staline. Pour se débarrasser d'Adolf Hitler, on s'est bien allié avec Staline, qui n'était pas non plus un enfant de 2 ans, ni un enfant de cœur. Tout à fait, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut s'allier avec le diable à un certain moment. Oui, mais contre qui? Là, on ne s'allie pas contre Saddam. Là, on s'allie contre Bush et contre les Anglais, contre les gens qui veulent diriger le monde. Mais non, mais enfin, mais qu'est-ce que vous dites? Diriger? Mais comment ça, diriger le monde? À aucun moment, ils veulent diriger le monde. Oui, d'accord, mais c'est pas ce que je pense du tout et c'est contre toute... Ken. Je crois qu'il y a quand même une chose très importante qu'il faut bien comprendre ici. Toute la doctrine de Bush préemptive, c'est en fait une incitation à la Troisième Guerre mondiale. Parce que, au terme de cette doctrine, toute nation qui est perçue comme étant menacée peut lancer la guerre. Ce qui veut dire que l'Inde peut attaquer le Pakistan peut attaquer l'Inde, la Corée du Sud, la Corée du Nord et vice-versa, la Chine peut attaquer Thaïlande, Israël peut attaquer la Palestine légitimement. Alors, où s'arrête-t-on? Donc, pour le prix de ça, c'est-à-dire c'est la paix à tout prix. La paix à tout prix, c'est continuer la dictature de Saddam. J'ai bien compris ce qui a été dit et je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Je vous en prie, Kenza, pour finir. Je voudrais juste ajouter une chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière, que Bush entreprend de vouloir pacifier en fait la région? Vous ne pensez pas que ça ressemble plus à une colonisation et que demain il va s'attaquer aussi à la Jordanie, il va s'attaquer aussi à l'Arabie Saoudite, il va s'attaquer aussi aux autres pays qui l'entourent? Vous n'avez pas l'impression que c'est aussi une méthode pour coloniser l'Orient et pour monopoliser l'Orient? Pour vous, c'est pas ça? Écoutez, on a l'expérience. Arrêtez de me prendre des hypothèses. Prenez par le Kosovo. Au Kosovo, est-ce qu'ils sont restés, qu'ils ont occupé? Non, ils ont donné le mandat à la communauté internationale pour que M. Kouchner essaye de remettre des éléments de démocratie. Est-ce que, quand ils ont fait la guerre en 91, ils sont restés au Koweït et ils ont essayé de développer leur empire au Koweït? On leur reproche suffisamment. Ils n'ont même pas donné des éléments pour essayer de faire avancer la démocratie. Est-ce que quand ils ont été... Que va devenir l'Irak après? Ce que va devenir l'Irak... Aujourd'hui, on n'a aucune réponse par rapport à l'après. Ce que va devenir l'Irak, je vais vous le dire, vous le savez. Si l'Irak est démocratique, comme il y a 60% de chiites, l'Irak va être un pays chiite qui va donc être intégriste. Surtout que c'est la majorité. Comme l'Iran. Pour ce qu'on connaît des discussions qui ont lieu à Londres, qui ont lieu à Washington, avec tous les exilés, ils sont 4 millions. Comme vous, il y a 4 millions de personnes qui ont fui le pays. C'est des démocrates. Et ils essayent de construire un autre pays possible où ça soit possible de discuter. Avec les Américains. Mais bien sûr, avec les Américains. Aux Américains, donc. Avec les Américains et la communauté internationale, bien sûr, avec les Anglais, les Australiens, avec tout le monde. Donc on doit dire merci aux Américains, en fait, c'est ça? Ah bon, on doit bien dire... sûr, comme je leur dis merci pour avoir libéré effectivement la France du fascisme. Parce que vous croyez que Saddam Hussein, c'est Hitler, vous, c'est ça?
Ah mais je crois que c'est pire parce que Hitler a déjà existé. Alors que Saddam Hussein, c'est 50 ans après Hitler de tolérer et qu'on supporte ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer par rapport au peuple irakien est une abomination vu le souvenir qu'on a de la période je finis juste avec ça. Je vais vous dire une chose. Je crois que si aujourd'hui vous demandez aux Irakiens s'ils préfèrent demain avoir les Américains sur leur sol ou vivre encore 20, 30, 40 ans avec Saddam qui est un dictateur, je peux vous assurer qu'ils vivraient encore avec Saddam. Alors là, simplement un tout petit mot. C'est le dernier. C'est Renaud Girard, Le Figaro. Regardez ce qu'ils disent, les gens de Bagdad. Quand on lui demande s'il n'a pas peur, il répond avec un grand sourire. « Il y a une semaine, je ne vous aurais jamais parlé comme ça. Mais depuis hier, j'ai senti que la peur m'avait soudainement quitté. Je me sens comme libéré d'un immense fardeau. Enfin, pouvoir dire ce qu'on veut. Dans leur immense majorité, les Irakiens veulent un changement de régime. Ils souhaitent que leur pays soit placé sous la protection des Américains et des Anglais. Ils haïssent la position de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Bush, le père, a libéré le Koweït. Bush, le fils, va libérer l'Irak. La rue Rachid, la plus vieille de Bagdad, devra un jour porter son nom. Et ça continue, tous les gens. Alors, qu'en penses-tu? C'est pour quand? On en a assez d'attendre. Et celui-là, Saddam Hussein... Dans une population, tout le monde ne peut pas être d'accord. Si on prend parmi la population quelqu'un... C'est pas du tout, c'est le Figaro, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce journaliste est tout à fait honnête par tous les conflits qu'il a couverts. Il dit simplement, il y a une semaine, personne ne lui parlait, maintenant tout le monde vient lui parler en lui disant, mais pourvu qu'ils arrivent vite et qu'ils nous libèrent de 30 ans de dictature. On n'a jamais demandé aux Américains de venir nous libérer de quoi que ce soit. Je crois que les Irakiens... Excusez-moi, ça sera le mot de la fin. Merci Romain Goupil, merci Ken O'Keefe. Merci. Et maintenant, voici David Charvet. Et voilà. Alors Véronique Génès, donc Meyer Bokobza a du souci à se faire. Ouais, mais il est beau, je fais ce que toutes les filles doivent faire devant leur poste. Ouais. Ah, David. Unbelievable. Incroyable. Unbelievable. Before I start, I wanted to say one thing. Avant de commencer, j'aimerais vous dire une première chose. I apologize. C'est vachement américain ce soir. Hein. Je m'excuse. Mais David, il parle français. C'est vraiment la politique. Non, mais attendez, je vais dire, excusez-moi David. David Charvet vit entre Paris et Malibu. Il a une maison à Malibu, un appartement à Paris. Mais il pratique quand même l'anglais quand il est en France. Allez, Malibu Chou. Pourquoi? Bah, c'est sûr que c'est très difficile pour moi de parler en français. David. Non, ce qu'il faut dire, Laurent, c'est que David, par exemple, quand il parle en français, il pense en anglais. Il a perdu son oreillette. Et ben voilà, il pense en anglais, vous comprenez, Laurent? Et après, il faut qu'il traduise en français. Allez là. Oh, David, arrête. Véronique. Voilà. Il m'a touché le genou. Non, mais c'est sûr que je vais essayer de faire un effort. Merci. Mais ça fait presque 23 ans que j'habite en Amérique et c'est sûr que quand je parle en français, je traduis en anglais. Tu vas pas faire ton Jean-Claude Van Damme, quand même. Je vais pas le faire Jean-Claude Van Damme, c'est impossible. En plus, je le connais bien, moi. Ah, je connais bien. Merci. Non, mais vous êtes français, non? J'étais en France, oui. Bah oui, vous êtes né en 72 à Lyon. Oui. Votre père, Paul Guèze, à l'époque, fabriquait des meubles. Oui. Ensuite, il est parti à New York pendant les années 70. Il a fait une première fois fortune avec les jeans Sassoon, très très connu. Puis il a fait des mauvaises affaires, mais il a redémarré. Oui. Parce qu'il est solide, le garçon. Parce qu'il est solide. Il a fait une bonne affaire, il a fait son fils. Voilà, d'abord. Bah, il a fait 2 fils et 5 filles. Voilà. Et il a redémarré à Los Angeles, où il est devenu un important et riche industriel dans le textile. Et son père fabrique des jeans pour toutes les grandes marques, à commencer par Calvin Klein, je crois. Hein, donc, c'est très joli, hein. Merci. Vous êtes très belle ce soir. J'en connais un qui ne va pas rentrer tout seul, si tu veux. Non, moi je retourne chez mon mari. Ah bon, d'accord. Désolée. Il s'appelle Meyer Bokobza, son mari, elle l'appelle Meyer Beau comme ça. Voilà.
Elle est très belle. Ouais. Merci. Ah, à mon avis. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Alors, David, votre père a quitté votre mère un mois avant votre naissance pour partir aux USA. Et les 9 premières années de votre vie, vous les avez passées à Boulogne-Billancourt, donc chez nous en France. Et ensuite, vous êtes parti aux USA quand vous aviez 9 ans. Je suis parti à New York pour 2 ans. Et après, je suis allé à Los Angeles, où j'ai passé les derniers 22 ans là-bas. Alors, à l'époque, tu te libères, ça revient. C'est impossible d'écouter l'anglais. Faut pas les laisser, hein. Elle est jalouse. N'aie pas peur, je suis là. Ah oui. Non, mais attends, il peut assurer avec 2, David Charvet. Ah ouais. À l'époque, donc, quand vous étiez tout petit, vous vouliez chanter, jouer, danser. Vous pensiez à faire des comédies musicales à Broadway. C'était votre première ambition. Exactement. Première guitare à l'âge de 13 ans, donc c'est vraiment quelque chose de très précoce. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bizarrement, vous faites vos débuts dans la vie professionnelle comme mannequin pour l'agence Elite. Quand on vous voit, on comprend. Ensuite, vous prenez des cours de théâtre. Et puis, vous faites votre première apparition dans un film qui s'appelle Lost Angeles. Lost Angels. Lost Angeles. Moi, je peux faire autre chose. Lost Angels. Lost pas Angels. Los Angeles. Voilà. Ah oui, d'accord. Et là, voilà. Vous devenez Matt Brody, le maître nageur. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, avant de jouer à Alerte à Malibu, vous n'aimiez pas l'eau, vous n'aimiez pas la plage et vous ne saviez pas nager. Bah, non, je sais nager. Mais avec une bouée. Merci. Avec une bouée, ce qui faisait con pour le feuilleton, parce qu'il avait un petit canard. Exactement, exactement. Non, mais pour moi, j'aimais pas trop la plage. Mais après 3 ans sur le feuilleton, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé la plage. J'ai compris aussi l'océan et maintenant j'habite à Malibu. Alors. Donc vous êtes obligé d'apprendre à nager et là, 3 mois plus tard, 3 mois après votre arrivée dans la série Alerte à Malibu, arrive Pamela Anderson. Oh là là. Arrive Pamela Anderson, David. Un peu. Ah ouais là. Bah, je m'arrange un peu. Tu nous fais Pamela Anderson ce soir. Non, je m'arrange un peu. Moi, je peux pas faire Pamela Anderson. Si, on va demander un gonfleur. t'es bien parti là. Non, moi, je peux faire Anderson sans Pamela. Tu vois, je veux dire. Pamela Anderson, David, qui devient rapidement votre petite amie. Oui. Non. Eh oui. Non. Bah, la vérité, c'est qu'elle était mon amie avant qu'on a commencé la série. Elle est plus âgée que toi. T'as pas suivi la série, hein. J'adore les femmes plus âgées. Ah ouais, tu m'aimes bien. Je suis plus âgée que toi aussi. Hein. Vous êtes resté, sérieusement, vous êtes resté combien de temps avec Pamela Anderson? Je suis resté avec elle pour 2 ans. Ah, c'est bien, dis donc. Oui. Vous avez tenu 2 ans quand même. Ah bah ouais, c'est incroyable. Non, parce qu'il paraît, moi je sais pas, je la connais pas, mais il paraît qu'elle a un caractère un petit peu difficile, non? Non, c'est une fille très gentille. Je pense que tout le monde la comprend pas du tout. Ouais. C'est une femme qui est très intelligente, qui a pu donner un personnage que tout le monde croit qu'est elle, qui est pas du tout elle. Quand elle rentre chez elle, elle retire ses nichons, c'est une fille comme les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle met les gros pour tourner seulement, uniquement. Le soir, elle est en Birkin à la maison. Et puis elle arrive le matin, elle fait... Voilà, exactement. Un rêve de jeune fille, hein? Ah, en tous les cas, David... Ça marche pas. Et en 1993... Vous la quittez pour Lolo Ferrari. Voilà. En 1993, David, vous êtes élu sex symbole de l'année par le magazine People. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David. Énorme. C'est des magazines qui parlent, hein, c'est pas vraiment la vérité. Non, c'est vrai. Si on va croire la presse maintenant. Ensuite, il y a une autre série à succès, parce qu'il n'en a pas fait qu'une, il a fait Melrose Place aussi, hein, après. Ah, mais oui, dis donc, oui. C'est vrai, ça. Bah oui, il en a fait des trucs. Hein. Et bien, malgré tout, voilà, ce qui est extraordinaire chez David Charvet, et ce qui prouve que finalement, il a une vraie ambition de chanter, c'est qu'il a laissé tomber, donc d'abord Alerte à Malibu, ensuite Melrose Place, tout ça pour chanter. Vous avez choisi de la chanson? Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est mon plus grand amour. Pour moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que pour moi, mon rêve c'était de chanter et je me suis retrouvé dans des super séries. Attends, je m'excuse, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. David, vous avez refusé des très grands rôles pour pouvoir chanter, et c'est vrai que les Américains à Hollywood, ils vous prennent pour un fou, quoi. Ils disent pourquoi ils refusent. Bah, c'est vrai que mon agent a flippé quand je lui ai dit que je partais pour faire mon premier disque en 97. Ouais.
qui était un titre qui s'appelle Should I Leave. On va l'écouter. Should I leave? Should I stay? Should I come back? Je peux dire que vous êtes super fan là. What you want is not the same. We're just two different kids at play. Should I Leave, 600 000 exemplaires vendus en France, énorme. Hein. Donc c'est une chanson que vous avez fait avec Félix Gray. Oui, exactement. Qui est un ami de Félix Gray, qui est un ami de votre père. Hein. Voilà, c'était un ami de la famille. Et Félix et moi, on a décidé de... Après Alerte à Malibu, j'ai décidé de venir en France, de rentrer dans un studio, d'écrire des chansons juste pour s'amuser. Et après, c'est parti comme ça. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire à Félix vraiment merci parce que c'est grâce à lui aussi que je suis là. C'est grâce à le public. Ouais. Parce que sans le public, c'est vrai que je ne serais pas là. Alors aujourd'hui, vous sortez, David Charvet, un nouvel album qui s'appelle Leap of Faith. Et le single s'appelle Take You There. Et ça donne ça. Ah, c'est pas Félix Gray, là. Orlando exige le clip. Manito, dit Serge. Rendez-vous, entre dans la cadence. Prends tes jambes à mon cou, laisse parler tes sens. Come on, 'cause I wanna touch you there, where he won't dare. Take you places he wouldn't go, only I know where. Wanna touch you there, maybe he won't care. Show you places you never go, only I know I could take you there. Voilà, David Charvet. Alors, attendez. Moi, je trouve cette chanson pas mal. Je comprends que vous ayez quitté Félix Gray parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait son style, il faut bien le dire. Mais ça se passe dans une boîte de partous ou quoi? C'est un fantasme. Ah d'accord, donc c'est pas une expérience vécue, c'est un fantasme. Non, c'est un fantasme, voilà comme je t'ai dit. Hein? Tu l'as jamais revu? Non, mais j'ai la chanson là, alors peut-être que je la retrouverai un jour. Peut-être. Et si c'est pas elle, c'est peut-être toi. Ah. Non. Il y va carrément, le mec. Oublie-moi, David, oublie-moi. Mais comment? Donc voilà, vous êtes en tournée en France à partir du mois de mai. Vous faites l'Olympia aussi? L'Olympia le 24 mai. Ouais. Et je retourne chez moi à Lyon le 23, juste avant. C'est bien quand tu dis chez moi. Ah, c'est bien, ça va faire plaisir aux Lyonnais, ça. C'est bien, ça. C'est vrai. Ouais. Je vais faire un peu de Drucker, là. Lyon, si tu nous regardes. Ça plaît. Bien, alors vous êtes obligé d'avoir des gardes du corps, parce que vous avez vu les gonzesses, quoi, c'est insensé. Véronique Génès, qui est une femme mariée, mère de famille et tout, regardez, elle est... elle a ouvert son chemisier, regardez. On dirait pas Mela Anderson. On dirait pas Mela Anderson. Véro. Non, c'est ton micro, là, qui fait tout tomber. J'avais tout bien organisé. Kenza, vous êtes un petit peu déçue. Ouais, sinon j'ai des seins moi aussi, hein. Enfin c'était juste pour... Mais moi des seins ça m'intéresse pas. On se disait aussi pourquoi Pamela Anderson. Oui alors. Pamela Anderson, quand moi je l'ai connue, elle avait pas des faux seins. Mais c'est quoi qui t'intéresse chez une nana? Ah bon, non mais sérieux, c'est vrai David? Aujourd'hui elle a des autres seins que je connais pas. C'est vrai, elle avait pas de seins? Non, elle avait des seins, mais elle avait pas des seins comme elle a aujourd'hui. Elle n'avait pas encore le Zodiac. Non. Elle avait pas le Zodiac, c'est vrai. Elle avait qu'elle... Bien, en tous les cas, on parlait tout à l'heure de Jean-Claude Van Damme. Oui. C'est vrai que vous avez un truc en commun, c'est le seul, hein, je vous rassure tout de suite. Oui. Non, c'est le seul. Hein. C'est le seul, avec Jean-Claude Van Damme, c'est que vous êtes comme ça, vous mélangez un petit peu les... un peu. Ah non, alors là, Thierry, tu es très je sais pas, est-ce que j'ai dit un mot d'anglais? Il n'a pas dit un mot d'anglais. J'ai fait vraiment des efforts. Même Il n'a même pas dit un mot de français. Quoi qu'il en soit, David Charvet, vous n'échapperez pas à l'interview Jean-Claude Van Damme. J'en étais sûr. Alors, David, ça t'ennuie de ne pas avoir de girlfriend en ce moment?
Well, I don't know because sometimes when I warm up, je sais pas pourquoi les enfants me parlent. De moi. Je peux vous dire qu'avec un stretching, I go to the set and I tell you that I don't care if I don't have a girlfriend right now because I love my music. Il est exactement comme ça. Il est parfait, c'est parfait. Bon, continue comme ça, David. David, qu'est-ce que tu looks en premier chez une girl? Well, I look en premier, the first thing is when I go to the set, is her eyes. Yes. And the way she look at me, as I look at her. D'accord. Ce qui est agréable, c'est que tout le monde comprend. Voilà. C'est quoi, David, le plus gros bullshit que t'es sorti à une girl? Le plus grand boule merde, c'est que je suis vraiment un bon acteur. Ah ouais, d'accord. Dis-moi, David, c'est quoi qui t'obsède le plus en ce moment? Qu'est-ce qui m'obsède de plus? Lui dis pas, David, lui dis pas. Je pense qu'il m'obsède. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'obsèdent. Je pense que je suis un grand bosseur. Attends, j'ai oublié. I'm a very hard worker that tries to come to the set et I stretch et I kick et tout ça and it doesn't work sometimes. D'accord, il a fait vachement bien, bravo. Dis-moi, David, t'as fait des mistakes dans ta carrière? Big mistakes. Big mistakes. Big mistake is when I started to speak English and French at the same time. David Charvet, le 24 mai à l'Olympia, mesdames, messieurs. Et le single, c'est le 25 mars. Serge, je voudrais revoir le clip dans la boîte de Toulouse, là, ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a une Nardi en plus. Et si l'amour est au rendez-vous, entre dans la cadence, prends tes jambes à mon cou, laisse parler tes sens. Come on, 'cause I wanna touch you there, where he won't dare, take you places you wouldn't go, only I know. J'ai bien vu, ça y est. Ok, c'est clair, c'est très clair. Et maintenant... Il y a toutes sortes de races, il y a toutes sortes de races. Tous les collègues de l'hôtel commissariat. Toujours du stress. Un commissariat. Il y a toujours du monde. Antoine, comment elle va? J'accueille le ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Voici Daniel Vaillant. Je crois que c'est comme ça. Daniel Vaillant, bonsoir. Je vais vous mettre ça là. C'est toujours un peu... Tu vas où alors, Véronique? Je me suis trompée de chaise. Pardon. C'est bien. Maintenant, je vais me tiens tranquille. Daniel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes député PS, maire du 18e à Paris. Et vous avez été d'abord ministre des Relations avec le Parlement de 97 à 2000. Et en 2000, vous avez été nommé ministre de l'Intérieur, donc après le départ de Jean-Pierre Chevènement du gouvernement de Lionel Jospin. Donc c'est vous qui étiez chargé de la sécurité dans le dernier gouvernement Jospin. Est-ce que c'est vous qui lui avez fait perdre les élections? Je ne crois pas. Je pense qu'il y avait bien d'autres raisons. Que la sécurité ait été un thème exploité, comme vous savez qu'il l'a été, et que cela ait provoqué un vote pour l'extrême droite, sans doute. Mais je pense qu'il faut analyser les causes. C'est ce que j'essaie de faire dans l'ouvrage dont on va peut-être parler dans quelques instants. On va en parler, mais vous dites justement dans ce bouquin, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous avez voulu poser le problème de l'insécurité, mais pour certains membres du gouvernement, et même parfois pour le Premier ministre, c'était pas un sujet de conversation très approprié. Il fallait pas réveiller le démon. Il fallait pas réveiller la bête immonde. Alors là, il y a une petite erreur d'ailleurs. Vous dites la bête immonde, comme dit Pierre Perret. Je sais que c'est votre pote et qu'il a fait la préface de votre bouquin. Mais la bête immonde, c'est quand même Bertolt Brecht, hein, je vous le dis. Donc, c'est vrai que vous n'aviez pas trop le droit d'en parler quand même. Vous mettiez un peu les pieds dans le plat chaque fois que vous parliez d'insécurité. Ah, si, on en parlait beaucoup. Le Premier ministre a toujours, je crois, et depuis longtemps, parce que on a acquis nos certitudes de ce point de vue dans le 18e arrondissement dans les années 80. Simplement, il est clair, je le dis dans ce bouquin, que quelquefois, certains à gauche ont du mal avec le sujet, qu'ils intériorisent, ils culpabilisent. Et c'est vrai, ça s'est vu sur un certain nombre de sujets. Mais Noël Mamère, je pense
il ne partageait pas un certain nombre de choses que j'ai pu affirmer, voire des lois que j'ai fait voter. La loi sécurité quotidienne, à l'époque, il ne l'avait pas votée. C'est vrai. Alors le livre s'appelle « La sécurité, priorité à gauche » et c'est édité chez Plomb. Ouais, non, mais moi, ça me plaît assez le titre priorité à gauche parce que j'ai l'impression que la répression de la délinquance, c'est devenu un peu la répression de la délinquance routière comme pour aussi détourner le sujet. Donc. Vous n'avez pas tort, madame la commissaire. Ça me fait assez rigoler le titre. Ça, je savais qu'en vous mettant tous les deux à côté. Vous pensez quoi, Daniel Vaillant, de l'action de Nicolas Sarkozy? Écoutez, dans cet ouvrage, j'essaie, il n'a que quelques mois. Il a fait beaucoup d'annonces. Il faut, je crois, laisser le temps à la politique d'être mesurée aux actes et aux résultats. Non, mais par exemple, Daniel Vaillant, sur la baisse de la délinquance, Sarkozy dit, pour la première fois, elle diminue dans le métro. Ce qui veut dire que vous n'avez rien foutu. Je veux dire, oui, c'est ça. Mais les policiers qui étaient dans le métro du temps où j'étais ministre de l'Intérieur et les policiers, c'est les mêmes. Et donc, faut pas que les ministres veuillent, comment dire, se parer des résultats. Il dit, lui, pour la première fois, la délinquance a diminué dans le métro. Ce qui sous-entend que votre temps, ça marchait pas. Moi, vous savez, j'ai toujours pensé que les chiffres tels qu'on les publie sont un problème. Alors, quand c'est la gauche, c'est la droite qui polémique. Et quand c'est la droite, il faudrait que la gauche polémique. Eh bien, moi, je ne veux pas polémiquer. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que la délinquance n'a pas baissé dans le métro. Eh bien, moi, je voudrais que ce soit la délinquance qui baisse, pas seulement les chiffres. D'accord. Si vous m'avez compris. Pas mal. Bien. Alors, il dit, par exemple, Nicolas Sarkozy, au sujet des mendiants roumains. Il dit, il n'y en a plus au feu rouge. Mais il n'a qu'à venir à Porte de Clignancourt. Ah, mais il dit ça. mais c'est son mieux stop. Je vous dis ce qui, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je le dis tout de suite. Moi, je ne suis pas l'ami d'Alain Delon. Je dis simplement que, voilà ce qu'il dit. Il dit que les mendiants roumains, il n'y en a plus. Ah non, mais ils ne sont pas roumains, ils sont peut-être hongrois. Ah, il lui dit les mendiants roumains. Ah, il y a peut-être les roumains, on n'a pas vérifié. Oui. Alors, par exemple, les prostituées, il dit elles sont parties. Moi, je vais retourner chez moi tout à l'heure dans le 18e. Je crains hélas que bon, la réalité, elle est ce qu'elle est. Ouais. On parlait de Nicolas Sarkozy. Vous, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, pourquoi vous n'étiez pas à la télé tous les jours? Nicolas Sarkozy, je crois, dans un ouvrage qu'il a écrit, disait « Je pense qu'il faut davantage de faire savoir que de savoir-faire. Et sans moi savoir que Nicolas Sarkozy avait dit cela, j'ai écrit dans ce bouquin qu'il faut sans doute un peu plus de savoir-faire que de faire savoir. Ah oui, c'est peut-être ce qui vous oppose. L'équilibre est peut-être au milieu, peut-être n'ai-je pas assez communiqué. Ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes trop honnête pour faire ce boulot presque. Je dois dire qu'il faut faire attention de ne pas donner le sentiment qu'on en fait trop pour soi-même et qu'on oublie au passage les policiers qui font le boulot. Justement, les policiers qu'on voit dans les rues là, toute la journée, ils étaient où quand vous étiez ministre de l'Intérieur? Bon, écoutez, la police de proximité que j'ai généralisée après que Jean-Pierre Chevènement l'ait commencé, il y avait 8% de policiers en plus, on a augmenté considérablement les budgets et les recrutements, et donc ils étaient dans les rues au service des citoyens. C'est peut-être là aussi qu'il y a une différence, c'est que je pense que les policiers doivent être davantage pour prévenir, dissuader parce que ceux qui sont pour les citoyens. Ils sont plutôt en train de nous taper non, dessus. Mais simplement, je pense que quand on organise, comme l'ont dit par exemple M. Devedjian, des présences policières pour faire du bleu marine et faire peur, moi ce que je veux, c'est faire peur aux délinquants, pas aux braves gens. D'accord. Bien. Alors, il y a un truc où vous êtes d'accord avec Sarkozy, c'est les charters, hein, vous êtes d'accord avec lui. D'ailleurs, vous avez une phrase assez terrible, je dois dire, parce que c'est vraiment une phrase d'homme politique sur les charters. Vous dites, il faut éviter que ces gens qui n'ont pas le droit de séjourner en France n'y arrivent. Monsieur Ardisson, je sais que vous êtes d'une grande honnêteté intellectuelle, simplement je vous mets au défi de trouver le mot charter dans mon bouquin. Non, pas charter, d'accord, vous avez un mot de gauche pour dire charter, mais... Non. Attendez, bien sûr, vous dites qu'il ne faut pas que les gens qu'on renvoie chez eux viennent en France d'abord. Si vous étiez, sérieusement, vous êtes au Mali, vous crevez de faim. Vous êtes au Mali, vous crevez de faim, vous êtes le 5e enfant d'une famille pauvre. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez là où il y a... moi, je viens en France. Moi, je vous le dis franchement, je viens en France comme clandestin. Ça, c'est souvent le discours, si vous voulez, de gens qui ne se posent pas les problèmes de la vie de tous les jours. Je suis pour l'immigration régulière qu'on peut intégrer. Les gens viennent, ils s'en vont. Mais quand la porte est fermée aussi, comment ils font? Non, la porte n'est pas fermée, monsieur Baffy. Vous voulez des quotas? Il y a environ 120 000 personnes. Oui, celui qui est 121e 000, le mec qui arrive après. Il y a 120 000 personnes qui, chaque année, rentrent en France normalement par la porte avec des papiers. Je pense qu'il faut lutter contre les filières d'immigration clandestine qui font payer les gens, leur faire prendre des risques considérables
Et ensuite, bien évidemment, on n'est pas en état d'intégrer des gens qui viennent trop massivement. Comme main-d'œuvre pas chère et à bas prix. C'est ce qu'il dit, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il y a quand même un esclavage qui suit tout ça. Vous avez raison. Enfin, il vaut mieux gagner 3000 balles par mois en France que crever de faim au Mali. Oui, mais alors le mec à côté te dira, oui, mais alors comment nous on fait? Vous aviez un débat, M. Ardisson, tout à l'heure sur l'Irak. On va pas y revenir, mais il y a 15 millions de Kurdes qui souffrent là où ils sont. Est-ce que vous pensez que la France peut? Non. Quand même je vais vous répondre comme Michel Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Sinon, ça explose en plus. Et on sait très bien qui en profite derrière. Quand on est un étranger en France et quand on veut trouver un logement, je peux vous dire que c'est... C'est pour ça, oui. Oh là là. Alors dites-moi, bon, on va passer en revue un certain nombre de membres du personnel politique, mais comme vous avez tendance quand même des fois à nous faire des phrases un petit peu d'hommes politiques, on va le faire sous la forme d'une interview chrono. Et donc voici une interview Wouzou chrono. Alors, bien, vous concentrez-vous, c'est très simple. Hein, vous voyez, il y a un compteur qui tourne, vous le voyez. Donc, quand je vais dire top chrono, le temps qui apparaîtra à ce moment-là sur l'écran sera celui qui vous est imparti pour donner votre réponse. Top chrono. Vous avez 2 secondes. Et je n'ai pas chuté. Vous avez 2 secondes, donc je vous pose la question. Vous aurez 2 secondes pour y répondre quand je dirai top chrono. Alors, vous dites page 37 de votre livre au sujet de Lionel Jospin. J'espère qu'il continuera à apporter sa vision des choses au débat. Parce que je peux vous dire, moi, en tous les cas, c'est que chaque fois qu'il le fait, c'est pas un scoop. Top chrono. Oui, mais c'est utile. Oh, génial! Ouais! Bravo! Il est fort! Il est vachement prêt. Il lui a pas posé une question. Non, c'était même pas une question, c'est vachement bien. Attention. Bien. Merci. Alors maintenant, on va parler de chevènement. Je vois que le commissaire Lescaut soutient l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est très bien, Véronique. Attention, on va parler de chevènement. Là, je laisse tourner, voilà. Et puis quand je vais dire top chrono. Ah, c'est pas mal. 41 secondes, voilà. Donc, au sujet de chevènement, vous dites page 27, il a affirmé que Jospin, Chirac, c'était la même chose, blanc bonnet, bonnet blanc, comme disait notre ami Duclos. Et vous dites qu'il n'a pas le droit, il n'a pas du tout le droit de se comporter de cette manière. Top chrono. Non, je crois que Jean-Pierre Chevènement, pour qui j'ai du respect, qui a apporté à la gauche, qui a apporté au gouvernement, notamment sur le terrain de la sécurité, n'a pas le droit d'être aussi ingrat, parce que l'ingratitude, en politique aussi, c'est pas l'exemple à donner à la société. Ouais. Or, c'est vrai que Jean-Pierre Chevènement, il a eu la confiance de Lionel Jospin. Je dirais même qu'il a eu son affection dans des périodes difficiles. Et je crois que la comparaison avec Chirac était trop dure et trop injuste. Et tu vois, finalement, c'est vachement 45 secondes. Ah, vous voulez que j'y aille encore? Je vous ai dit 18 secondes encore. De surcroît, il a contribué à la dispersion de la gauche, à la décrédibilisation. Et je pense personnellement qu'il a été un de ceux qui ont contribué à l'élimination de la gauche le 21 avril. 3, Heureusement, 2, on dépassera le 21 avril. L'avenir est devant nous. Ouais! Bravo. C'est pas mal, hein? C'est vrai, hein? Voilà, vous êtes en train de réussir votre... Tout le monde en parle, Daniel Vaillant. Attention, on passe à Chirac. Top chrono. 24 secondes. Alors, page 139 de votre livre, vous dites « Pour que l'État dispose d'autorité, il faut que ses dirigeants soient exemplaires, à commencer par le président de la République. » Top chrono. Honnêtement, je n'ai pas besoin de 24 secondes. Oui, c'est essentiel quand on veut incarner l'autorité de l'État, il faut, de ce point de vue, être exemplaire. Je pense que Lionel Jospin l'était. Voilà, et je pense que Jacques Chirac, qui a déjà une longue vie politique, qui a été plusieurs fois Premier ministre, une fois Président de la République, et maintenant, y compris avec ma voix, Président de la République, doit donner l'exemple. Ouais! Dernière question, attention, elle concernera Véronique Geneste, mesdames, messieurs. Non, mais non. Si. Vous inquiétez pas. Top chrono. Oh, bah, ça va. Vous avez 13 secondes. Oui, c'est le chiffre de la chance. Voilà. Pourquoi aimez-vous Véronique Geneste? Daniel Vaillant. D'abord parce que je la trouve ravissante, intelligente, vive, et je voudrais bien que toutes les commissaires de France soient comme Julie Lescaut, c'est-à-dire comme Véronique Geneste. Je pense que c'est aussi le signe de la féminisation de la police. Bravo, Véronique. Ouais! Voilà, Daniel Vaillant, la sécurité, priorité à gauche.
C'est édité chez Plomb, mesdames, messieurs. J'accueille maintenant Marie-Laure Meyer. Marie-Laure Meyer, bonsoir. Vous avez 44 ans, vous êtes deuxième adjointe au maire de Nanterre et vous présidez le groupe des élus socialistes au conseil municipal. Le 27 mars 2002, il y aura un an jeudi, vous avez été victime, comme tout le conseil municipal de Nanterre, du tueur fou Richard Durn, voilà. Et c'est ce qu'on a appelé la tuerie de Nanterre. C'était il y a un an, voilà. Aujourd'hui, vous publiez chez De Noël Impact un livre qui s'appelle « Qui veut tuer la démocratie ?» Le mec, il est arrivé dans le conseil, à la mairie, il a fait 9 morts. Qui veut tuer la démocratie? Effectivement, votre livre n'est pas seulement un témoignage, hein, mais il pose aussi une question. La folie suffit-elle à expliquer l'exécution d'un conseil municipal tout entier? C'est-à-dire la dédicace que vous m'avez marquée sur le livre que vous m'avez envoyé. Pour vous, ce n'est pas un fait divers comme les autres, mais plutôt, dites-vous, un fait de société. Je pense qu'on ne peut pas réduire le fait de voir quelqu'un se lever dans un conseil municipal et exécuter les gens un par un à une simple agression. Ouais. Il y a autre chose derrière. Ouais. Au-delà des individus qui étaient en jeu dans l'histoire, le meurtrier d'un côté et puis nous de l'autre côté. Alors, préface de Bertrand Delanoë, qui a été lui aussi victime pendant la nuit blanche d'une tentative de meurtre, comme Jacques Chirac d'ailleurs le 14 juillet. Hein. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'hommes politiques qui sont attaqués. Alors on va prendre l'histoire dans l'ordre, hein, si vous voulez bien. Vous connaissiez Richard Durn, hein? Oui. Vous le connaissiez, il était toujours vêtu, dites-vous, d'un pullover noir et d'une parka informe, assez mal dans sa peau. Oui, c'était quelqu'un qui faisait partie de ceux qu'on rencontre souvent dans les réunions publiques, sur les marchés. C'était un militant. C'était quelqu'un qui était engagé. Que j'avais déjà rencontré. En plus, c'était quelqu'un qui était en recherche d'emploi, donc comme je suis maire chargé de l'emploi... Oui, il était venu vous voir, vous lui avez donné comme conseil de suivre une formation professionnelle. Et en fait, il n'était jamais revenu vous voir. Et quand il vous croisait dans la rue, il ne vous saluait plus. Je crois qu'il avait une intervention chirurgicale. Et donc, il devait revenir plus tard. Et puis, il est pas revenu. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'était quelqu'un qui était diplômé de l'enseignement supérieur et qui découvrait avec un grand désespoir qu'à notre époque, le savoir ne suffit plus. Je ne suis pas médecin. Je veux dire, Richard Durn avait manifestement un dossier de malade mental. Ouais. La question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on est un malade mental ou est-ce qu'on le devient? Je veux dire, est-ce que la vie, les conditions de vie peuvent pas à un moment vous faire perdre vos repères et puis progressivement vous amener à la fracture complète? Parce que son acte était un acte de folie. Est-ce que vous vous êtes reproché votre comportement à son égard? C'est-à-dire qu'après ce qu'on appelait donc la tuerie de Nanterre, quand vous avez repensé à tout ça, vous vous êtes dit peut-être si j'avais été plus à l'écoute de ce Richard Durn, il n'aurait pas fait tout ça? Non. Non, parce que son acte dépassait tellement tout ce qu'on aurait pu faire en tant qu'élu local pour l'aider. Je veux dire, je peux donner de l'appui, je peux essayer d'orienter les gens, je peux les accompagner, mais j'ai pas de solution miracle à leur donner. Donc on peut effectivement essayer d'aider les gens qui se battent eux-mêmes pour s'en sortir. Alors, le 27 mars 2002, armé de 2 pistolets automatiques et d'un revolver Smith & Wesson, Durn tire 50 coups de feu sur le conseil municipal de Nanterre. Il tire sur tout ce qui bouge en hurlant à la mort « Tuez-moi, tuez-moi ». Mais c'est lui qui tue 8 personnes, il en blesse 19 autres. Et quand on l'amène devant le procureur, il dit « Combien j'en ai eu ?» Quand les tirs commencent, vous, parce que vous avez fait des études d'ambulancière, vous avez le réflexe heureux de vous coucher. Et pourquoi à un moment vous vous relevez? Je me suis mise à plat ventre et non pas roulée en boule comme d'autres. Et le réflexe d'après, qui était d'ailleurs dans la même logique de la formation que j'avais eue, c'était que dès que les tirs s'arrêtent, on essaye de venir en aide aux blessés. Et donc j'ai commencé à essayer de voir ce que je pouvais faire. Et puis à ce moment-là, il avait encore une arme sur lui et donc il a retiré. Il vous tire dessus
Et là, vous avez quand même le réflexe de vous baisser, et c'est votre épaule qui ramasse la balle, vous projetant d'ailleurs l'impact, vous projetant 2 mètres plus loin. Oui, contre le mur. Ouais. Alors, vous dites à ce moment-là, vous vous retrouvez avec le bras pendant, quoi, ruisselant de sang? Probablement, c'est ce qu'on m'a dit après. Alors là, le cirque médiatique commence. Chirac arrive sur les lieux et se plaint de ne pas avoir été prévenu par vous. Oui, enfin ça je trouve que c'est honnêtement, il y a une petite polémique. Vous savez, quand je suis parti à 2h du matin de la place Beauvau pour arriver là-bas, moi ce qui me préoccupait c'était les victimes, c'était les blessés. C'est vrai que mon directeur de cabinet a cherché à joindre, il y a toujours une permanence à l'Élysée, donc la démarche a été faite. Bon, s'il n'y avait personne, c'est pas de ma faute. Et on a prévenu le cabinet du Premier ministre. Et le Premier ministre, lui, m'a appelé sur place, je suis arrivé, il est arrivé. Et M. Chirac, qui a été finalement prévenu par le procureur, est arrivé dans la foulée. Honnêtement... Il a gueulé, Chirac. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce pays où on ne prévient pas le président de la République? Je pense que dans ce genre de circonstances, il faut d'abord se préoccuper des victimes, des blessés, du drame lui-même. Le problème de communication passe après. On a demandé votre démission à l'époque. Oh, on l'a demandé souvent, vous savez. C'est vrai, Daniel Vaillant, que c'est à partir de la tuerie de Nanterre que l'insécurité a pris une place prépondérante dans la campagne présidentielle. Oui, parmi d'autres choses. C'était le plus dramatique. À la limite, c'est presque là que c'était tellement terrible, cette tuerie, qu'il y a au moins une justification à ce que les gens disent c'est pas possible. Après, il y a eu d'autres faits qui ont été exploités. Alors, vous vous réveillez le lendemain matin à l'hôpital et vous pleurez en réfléchissant à tout ce qui s'est passé la veille. Vous demandez le nom de vos collègues qui ont été assassinés par Richard Durn. Le psychiatre ne veut pas vous le donner, et ce n'est que le lendemain que vous découvrirez tous ces noms dans le journal. Oui. D'ailleurs, j'ai refusé de parler au psychiatre. Ouais. Parce qu'il ne voulait pas me parler lui, donc il n'y a aucune raison que je lui parle. Alors, le même jour, au Quai des Orfèvres, Richard Durn se suicide, après avoir exprimé quand même des pensées de haine devant les policiers, que je vous épargne. Mais il dit aussi « J'ai toujours vécu dans une prison mentale dont j'étais le geôlier ». Je veux dire, dans les gens que je rencontre plein de gens très mal dans leur peau, plein de gens sans emploi, plein de gens sans argent, plein de gens sans avenir, plein de gens qui souffrent. Bon, heureusement, ce ne deviennent pas des meurtriers. Parfois, ils se tuent eux-mêmes. Ouais, non mais lui, ce qu'il disait, j'ai eu une vie de merde et je voulais me sentir une fois dans ma vie puissant et libre. Voilà. Donc à un moment, ce type a pris le flingue, il a tiré sur tout ce qui bougeait. On peut quand même s'étonner, Daniel Vaillant, je sais bien que vous êtes pour rien, mais que quelqu'un qui a été diagnostiqué schizophrène et paranoïaque en 1990 ait obtenu un permis de port d'armes en toute légalité. En tout cas, lui, c'est vrai qu'il est passé dans des mailles de filet. Je crois, moi j'avais proposé une législation, un règlement pour essayer de répondre à ces préoccupations. Et je crois que cette question est aussi traitée par le gouvernement d'aujourd'hui. Vous avez des séquelles physiques à votre épaule. Je crois que vous avez du mal à utiliser un clavier. De la main gauche. Ouais. Ah ouais. Non. De la main droite uniquement. Vous avez des séquelles psychologiques, Marie-Laure? Est-ce que vous avez des séquelles psychologiques? Comme tous les gens qui ont vécu quelque chose de très douloureux, il y a un deuil énorme. Ouais. Vous avez été indemnisé par l'État? Non. Toujours pas? Alors il faut savoir que les élus locaux, nous sommes des bénévoles. Ouais. Nous ne sommes pas en accident du travail. Nous avons été donc en arrêt maladie. C'est une forme de maladie assez originale. Nous devons passer devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qui n'a toujours pas statué. Et nous ne savons pas sur quelle base nous allons être indemnisés. Donc en ce qui me concerne, je suis professionnellement vacataire, puisque la fonction d'élu local, c'est juste une indemnité. Donc j'ai touché pendant 6 mois, j'ai eu 9 mois d'arrêt maladie, j'ai touché pendant 6 mois 40% du plafond de la Sécu. Et j'ai plus rien depuis. C'est incroyable, non? C'est le pied d'être élu local. En tous les cas, bravo. Marie-Laure Meyer, qui veut tuer la démocratie, c'est édité chez De Noël Impact. Et maintenant... Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à sa... Voici Alain Soral.
monsieur Bassi. Alain Soral, bonsoir. Vous êtes co-auteur des mouvements de mode expliqués aux parents avec Hector Obalk et Alexandre Pache, auteur de Sociologie du dragueur, de Vers la féminisation, Question film. Vous êtes réalisateur de Confession d'un dragueur avec Saïd Tagmaoui et Thomas Dutronc. L'an dernier, déjà aux éditions Blanches, vous avez publié Jusqu'où va-t-on descendre? Et cette année, toujours aux éditions Blanches, vous publiez Socrate à Saint-Tropez, Texticule, je dis bien, qui sont des petits textes, toujours sur le principe de l'abécédaire. Alors vous dites, Alain Soral, j'ai pas de plan de carrière, je vis petitement, j'ai rien à perdre. Donc vous êtes mis dans une position où vous pouvez dire exactement ce que vous pensez sans souci du politiquement correct, du qu'en dira-t-on et même de l'ostracisme dont sont victimes dans notre société les gens qui ne pensent pas comme les autres. Oui. En fait, je fais de la sociologie sans être fonctionnaire. Donc j'ai pas à obéir à l'État. Ouais. Et ce qui ne veut pas dire que j'ai envie de dire n'importe quoi, mais j'essaye de dire ce que les autres ne peuvent pas dire, parce que comme ils me disent en privé, ça coûte trop cher, quoi. Oui, c'est un abécédaire, hein, donc on va prendre des mots comme ça. Alors sur l'avortement, par exemple, vous dites, il y a en France 210 000 avortements par an pour 720 000 naissances, ce qui fait quand même 30% de fœtus à la poubelle. Et vous dites, c'est un chiffre en hausse constante, malgré 35 ans de contraception remboursée par la sécurité sociale. Alors, c'est plus une pratique ultime, une pratique un petit peu désespérée, c'est devenu, dites-vous dans votre livre, une pratique banalisée qui témoigne, d'une certaine façon, de l'individualisme consumériste jouisseur dans lequel baignent nos sociétés occidentales. C'est plutôt l'enfant, c'est mon choix. Tiens, la pilule, ça me fait grossir, j'ai pas pris, je suis sorti samedi, je suis... Oh, bon, allez hop. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est ça, et ça me pose un problème parce qu'il n'y a pas besoin d'être catho-intégriste pour comprendre que c'est quand même la vie, et qu'aujourd'hui on a une espèce de mépris incroyable. Et ce que je disais l'année dernière, c'est que les mêmes gens qui sont contre la peine de mort et qui sont pour qu'on laisse faire la nature, c'est qu'ils sont écologistes, sont tous pour l'avortement intégral et sans aucune réflexion et sans aucune... Et moi je pense qu'il y a un déclin quelque part de civilisation quand on a aussi peu de respect pour la vie et qu'on pense que ce n'est... Surtout moi je me fais insulter quand je dis ça, on dit... Je ne pense pas qu'on peut traiter cette question d'un revers de la main. Heureusement que moi, à l'époque... ma mère s'est posé la question, quoi. En conscience, on peut décider qu'en fait, c'est pas grave d'avorter 3, 4, 5 fois. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas normal qu'on dise que ce n'est pas grave. On peut faire ce choix, mais il faut l'assumer. Et pour moi, c'est un choix qui est grave. Or, ce que je n'aime pas, c'est qu'on le traite de manière complètement désinvolte. Ce que vous voulez dire, d'une certaine façon, c'est qu'on est revenu à l'époque des Romains, disons, de la Rome antique, quand on jetait les enfants non désirés à la poubelle. Le tourniquet aussi, au Moyen-Âge. Voilà, oui, parce que finalement... ça veut dire que ça ne va pas très bien. Si on parle de Richard Durn, la société ne va pas très bien. Une société où on fout les enfants à la poubelle. Vous n'avez pas l'air d'accord avec notre ami Soral. Je me posais la question de savoir si le principal problème était que la capote n'était pas remboursée par la sécurité sociale. Parce qu'il me semble que la contraception n'est pas qu'un problème féminin. Non, mais j'ai pas dit d'ailleurs que c'était un problème féminin. J'ai dit que, la plupart ils veulent pas mettre la capote. Oui, d'abord le désir est déraisonnable par essence. C'est vrai que les personnes ont été déresponsabilisées un petit peu. Je parle de ça. Les choses deviennent faciles. Et quand c'est les femmes qui se débrouillent. Non, je pense que c'est les femmes, les hommes. Je pense qu'il y a autant de bourgeoises de bonne famille qui avortent que d'ouvrières, et même peut-être plus. C'est pas une question de ça. Simplement que la contraception est gérée comme une responsabilité féminine. En tout cas, avec la loi, c'est quand même des avortements thérapeutiques, parce que moi j'ai quand même entendu parler... C'est plus les aiguilles en tricoté. Voilà, c'est de l'hygiénisme. C'est-à-dire que c'est comme la peine de mort, c'est propre, il n'y a pas de sang, on fait une picouse, mais je veux dire, ça ne change rien. Mais c'est vrai que par exemple, l'horoscope chinois, quand tu lis l'horoscope chinois, les Chinois considèrent la date de naissance de l'enfant à partir du moment de la conception de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a 1 an de plus, ce qui ne fait pas plaisir quand on dit qu'elle a acheté en Chine. Mais elle a 1 an de plus que ce qu'il a chez nous. C'est une autre conception de la vie. Je ne vivrai pas en Chine. Alors sur Ben Laden, vous dites que les Américains font tout pour ne pas le trouver parce qu'ils ont peur finalement de mettre à jour la duplicité de leurs alliés que sont l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Et finalement, vous dites dans votre bouquin que Ben Laden, pour les Américains, c'est un peu comme Ivan Colonna pour les ministres de l'Intérieur français. Oui, c'est leur Ivan Colonna, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on est passé de Ben Laden à Saddam Hussein par un espèce de glissement sémantique dû au matraquage. On a l'impression qu'on va chercher le responsable du World Trade Center. Or, Bush a fait une déclaration de cow-boy en disant « je le trouverai et je le ramènerai mort ou vif ». Eh bien, il n'est pas allé le chercher.
Et là, je me dis, on est dans une démocratie, on nous prend à ce point-là pour des imbéciles. Saddam Hussein et Ben Laden, c'est pas la même personne. Tous les gens un peu cultivés savent qu'il n'y a pas de lien en plus entre les deux. Il y a un bassiste laïque et un fondamentaliste. Et on fait comme si, puisque même l'autre jour, il y avait l'ancien ministre prix Nobel américain. C'est des mauvais. J'en sais moins que vous, hein, vous êtes nettement mieux informé que moi. Mais en tout cas, concernant Colonna, je ne peux pas laisser dire que la police française et la justice française, si vous le savez, vous devriez le dire, hein, mais en tout cas, tout a été fait quand j'ai connu cette période à l'intérieur, et je pense que tout est fait aujourd'hui. Simplement, je constate qu'il n'est pas arrêté. Mais il y a un député qui s'est permis ce genre de comparaison à l'Assemblée nationale. Je trouve que son propos était très malvenu parce que, d'abord, l'Afghanistan, c'est pas la Corse, ou la Corse, c'est pas l'Afghanistan. Moi, ce que je dis, c'est un peu leur Ivan Colonna, ça ne veut pas dire que Ivan Colonna est impliqué dans les attentats du World Trade Center, monsieur. Dont acte. Je pense que les gens avaient compris. Bien. Alors, il y a des choses aussi comme ça sur les people dans votre bouquin qui sont pas gentilles. Vous parlez de Catherine Deneuve, vous dites plus elle refuse de vieillir, plus elle ressemble à sa fille. Au point qu'on oublie à quel point jeune elle avait été belle. Ouais. Oui. On m'a dit, t'as pas honte de dire ça? Je dis, ben non, j'ai pas honte. J'en ai marre déjà qu'on nous vende. Et c'est comme les sportifs dopés, j'en ai marre qu'on nous vende systématiquement des acteurs, là je veux regarder personne d'ailleurs, je m'en fous, des gens de spectacle qui sont entièrement refaits, et au moins il devrait y avoir marqué, comme le veau avec ou sans hormones, refait par refait, il devrait y avoir 2 catégories, parce que moi j'ai rien de refait, vous voyez. Et en plus, non, ce qui est tragique, c'est que plus c'est refait, plus c'est moche. Et donc il y a une vraie névrose. Et cette névrose a beaucoup à voir avec la névrose occidentale. Et moi j'avais établi un parallèle, toujours provocateur, entre la burqa et la femme refaite. Je trouve que c'est absolument symétrique. C'est une burqa, la chirurgie esthétique. C'est porter un masque. Véronique, vous n'avez pas ce genre de problème. Non, mais il y a celles qui ont mangé un Zodiac. Oui, ce qu'on appelle la bouche de canard. Et qui n'ont rien fait. Et moi, je me suis jurée d'être la seule vieille du cinéma français. Vous parlez de l'émotion dans votre bouquin. Vous racontez un épisode qui s'est passé ici, sur le plateau de Tout le monde en parle. Juliette Binoche face à Alain Finkielkraut. Donc, effectivement, il avait manifesté pour la Palestine et Finkielkraut était, vous dites, beaucoup plus ému qu'elle, d'une certaine façon. Il lui avait reproché d'être tombé dans l'émotion compassionnelle. Oui. Et lui-même avait fait simplement preuve on va dire, de solidarité viscérale. Parce pourquoi M. Finkielkraut est-il pro-sioniste? Parce qu'il est juif. Il n'y a pas besoin de recourir au concept pour ça. Donc c'est de la solidarité tribale. Quand on a une solidarité tribale, c'est-à-dire qu'on a le sens de la famille, hein, ça s'appelle le tribalisme. On n'est pas dans l'universalisme républicain. On ne donne pas des leçons à une jeune femme qui a manifesté dans une manifestation pour la paix œcuménique, en plus pour une communauté qui n'est pas la sienne, parce qu'elle pensait qu'elle défilait pour le bien, entre guillemets. Et là, je trouve qu'un philosophe qui se permet de faire pleurer une comédienne en disant vous tombez dans l'émotion compassionnelle, là, à un moment donné, un philosophe, il est là pour vendre de la raison. Hein. Là, on n'est pas dans la raison. Alors sur le féminisme, vous dites que pour vous, ça reflète un certain mépris des femmes, parce que ça, finalement, refuse à la femme son rôle animal de mère. Ce qui fonde en partie le féminisme, c'est un mépris des femmes. C'est-à-dire que les féministes sont souvent des femmes qui ne supportent pas que la nature leur ait donné le rôle de pondeuse. Et elles pensent que c'est une insulte et que elles ont un dégoût de la chose. D'ailleurs, les féministes n'ont pas d'enfants, les vrais durs, là, les Alonso. Et donc je pense que... ne me parlez pas d'Alonso. Le féminisme... Isabelle Alonso, non. Ça, c'est un coup quand même. Non, on lui a déjà fait le coup. Vous lui faites du mal. Puis maintenant qu'elle a du boulot à la télé, vous avez remarqué qu'elle ne dit plus rien. Hein. Elle regarde les filles en soutien-gorge passer, il n'y a plus de chaîne de garde, il n'y a plus rien. Je crois qu'elle cherchait du boulot. Et quand on n'a pas de talent, on le fait, vous savez, par le terrorisme communautaire. Ça va lui faire plaisir, tiens. Il est déniché. Bon, c'est non, mais en plus, c'est vrai, c'est ça qui est tragique. Vous dites que les féministes refusent le rôle d'animal, enfin... Non, elles pensent que de porter et de pondre un enfant, ça les rattache à l'animalité, et donc c'est péjoratif. Donc en fait, elles détestent la femme en elle. Et c'est une des choses qui explique le côté très agressif et dur des féministes. Il n'y a pas que le côté égalité dans le travail, parce qu'en général, les féministes sont rarement des femmes issues du monde du travail. C'est souvent, d'ailleurs, Isabelle Alonso, elle était conseillère financière. Donc, il lui en veut. Non, mais c'est un vieux sketch. Non, mais c'est mon sparring partner. Alors, vous parlez du pape aussi dans votre bouquin. Vous dites que, contrairement à ce qu'on raconte, il n'a jamais interdit la capote en Afrique. Simplement, c'est normal, il est pape et qu'il est pour le retour au couple et la fidélité, ce qui, quand on est pape, est quand même la moindre des choses. Moi, je remarque que les champions de la différence, ils ne tolèrent que la leur. C'est-à-dire que ne pas comprendre que le pape ne peut pas faire de la pub pour la capote, parce qu'il a voué sa vie
au Christ et qu'il incarne des valeurs qu'on peut contester, on ne voit pas pourquoi d'un seul coup ça deviendrait un apologète du Sefer Sext stakhanoviste gay. C'est-à-dire que, et surtout de penser que si le pape avait parlé, il n'y aurait plus de sida en Afrique, pour un laïc de backroom, c'est lui attacher beaucoup plus d'importance qu'il n'en a. Donc à un moment donné, je dis, c'est bizarre, il y a les différences interdites, et puis il y a les différences obligatoires. Et les gays sont en train un peu de nous vendre aujourd'hui une différence obligatoire. Et ben moi, je dis, ok pour les différences, mais toutes les différences. La différence du pape, c'en est une. Je pense qu'il se tient relativement bien. Vous dites que chacun a droit à la différence, même le pape, surtout qui se tient pas mal en ce moment. Parce que Bush, qui fait une croisade chrétienne, il n'a pas le tampon non plus, ni de l'ONU, ni du pape. L'imprimature, comme on dit. Ni de l'ONU, ni du pape. Ni de la terre, ni du ciel. Parler de Bush, on en arrive et on va terminer avec les Américains. Alors là, les Américains, avec vous, ils n'ont aucune chance. Vous les rendez responsables, et encore la liste n'est pas exhaustive, de l'extermination des Indiens, de l'esclavage des Noirs. Vous dites qu'ils ont stérilisé des handicapés, dans les années 30, oui. Lobotomisé des dépressifs. Oui, dont Frances Farmer, une actrice. Il y a même eu un très joli film joué par Jessica Lange. Tout à fait. Enfin, moi, je dis des choses qu'on a tendance à oublier. Je ne dis pas qu'il y avait des gens... Vous dites qu'ils en ont palmé les Vietnamiens, ça on s'en souvient. 2 bombes atomiques sur les populations civiles sans prévenir pour une guerre qui était déjà gagnée, juste pour impressionner les Russes. Qu'ils ont financé les islamistes contre les Russes, qui réintroduisent la peine de mort de plus en plus... souvent dans différents États. Après les Chinois, c'est les plus grands champions de la peine de mort. Les Américains ne trouvent en aucun cas grâce à vos yeux. Non, je dis que, ce que je dis à la fin d'ailleurs, je dis en fait, pourquoi malgré tout on adore l'Amérique? Et je me dis, en fait, si les Russes... si les Russes avaient eu Hollywood pour nous coller dès la petite enfance les films de cow-boys avec les gentils cow-boys et les méchants Indiens, qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui, les Indiens, pour les Américains, les Palestiniens, c'est les Indiens. C'est pour ça qu'on peut leur botter le cul tant qu'on veut. C'est quand même une mentalité de colon. Et je me dis, en fait, même moi, j'adore l'Amérique. Arrêtez, vous allez m'attirer des ennuis. Je me dis, même moi qui adore l'Amérique, je me dis quand même, on pensera toujours, malgré tout, qu'il faisait froid en Sibérie et chaud en Floride à cause du régime communiste. Parce que les Russes n'avaient pas Hollywood. Et cette machine à nous faire avaler de l'Amérique dès l'enfance fait qu'on aura toujours une vision différente quand il s'agit des Américains. On nous vendait le méchant, avant c'était l'URSS. Aujourd'hui d'ailleurs c'est les Arabes, qui est le seul empire qui n'a pas les moyens de nuire aux autres. C'est pour ça que c'est eux qu'on va taper, parce que c'est les plus faibles du monde. On n'ira jamais taper les Chinois ni les Indiens, parce que eux, les Américains ne peuvent pas y rentrer là-bas. Enfin, ils peuvent rentrer mais ils ne pourront jamais ressortir. David, vous arrivez de Los Angeles, cette espèce, je dis pas de haine, mais enfin il y a quelque chose là qui ne va pas du tout vis-à-vis des Américains. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est un peu dur. Ça vous surprend en tant que Français vivant là-bas? C'est dommage parce que je pense que les Français aiment l'Amérique et je pense que dans un côté les Américains aiment les Français et c'est dommage que maintenant il y a ce problème. Et moi je me trouve plein au milieu. C'est pas bon pour ta carrière ça. On s'en fout de la carrière parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Alors ça c'est pas très important. Merci Alain Soral. Ça s'appelle Socrate à Saint-Tropez. C'est aux éditions Blanches, mesdames, messieurs. C'est la chanson de Tom Sawyer. Je la chantais à mon petit garçon. Daniel, merci d'avoir été avec nous. Et bravo pour l'interview chrono. Bravo. Vous êtes super bien démerdé. Bon. Merci Marie-Laure Meyer. Et bravo. Bravo. Blind test. On passe au blind test. Ce soir, un blind test spécial amour, guerre oblige. Et au platine, j'appelle Monsieur Philippe Corti. Tout est bien, ça. Un peu d'amour. Bravo, bravo, bravo. Bravo Chiffon pour cette entrée Roubettes. Pour jouer avec nous ce soir, j'appelle Pascal Selem, Sylvie Tellier et Nadia Vadori qui revient. Bonsoir. Alors Sylvie Tellier, on vous retrouve 2 fois par semaine à 19h sur Match Télé.
Faites quoi? Écoutez, je suis chroniqueuse dans l'émission de Frédéric Lopez qui s'appelle Frédéric J'y étais. Lopez, notre ami Frédéric Lopez. Très bien. Ton ami. Oui. C'est gentil. Ouais, j'ai dit notre ami. Bah oui, t'es gentil, tu gardes ça. Il est con. Pascal, ça va? Ça va super. Pascal Salem. Oui, pardon. Slimane. Nadia, rebonjour. Hein. Bonjour, ça va? Ça va, tout va Ah toujours oui. très bien. Bon, tout le monde est prêt. Alors attention, on se regarde un peu les équipes. Là. Je vous laisse faire chez nul. Ah, est-ce que non mais les équipes sont bien équilibrées parce que je pense que Pascal fera un très bon chef d'équipe et Bafi de l'autre côté. Je fais le buzzer. Je pense que Charvet est pas nul. On passe au blind test. Bien. Alors vous connaissez le principe. Hein. Je veux l'interprète. Et toutes les chansons, ça peut vous aider, sont consacrées à l'amour. Donc il y a le mot love, disons, assez souvent dedans. L'amour américain alors. L'amour américain. Attention, première chanson, Philippe. Donna Summer. Les plates, les... Supremes. Ouais. Très agréable à écouter. Les Suprêmes, bien sûr. Diana Ross and the Supremes. C'était Baby Love. Attention, Philippe. Donna Summer. Il la connaît celle-là, je peux dire que... Hein, Il a usé emballé le des disque, filles là-dessus. hein. Pas que le disque, il a usé d'ailleurs. Attention, Philippe. Gainsbourg. Beatles, ouais. Célèbre. Je crois qu'on assiste ce soir à la mise à mort de Laurent Baffy, mesdames et messieurs. Attention, Philippe. Led Zeppelin. Soral. Oula oula l'autre talent. Led Zeppelin. On va pas leur mettre Fanny quand même. Bah là, de toute façon, on est à 3 pour l'équipe de Véronique Geneste Non, et non, 1 seulement pour l'équipe de dit Jules rien Tellier fait, hein. pour la Savoie. On dit jeunesse ou On dit jeunesse? On s'en fout, Combouillot. on le dit le plus souvent possible. Voilà. Attention, Philippe. Bolaref. Polnareff, c'est la famille dans les États-Unis. Pascal Obispo. Hop. Attention, Philippe. Marie. Ouais, bon. Non, t'es moi. Pour éviter tous les problèmes, je demande à Serge Calfon de faire un petit replay. Instant replay. Attention, Philippe. Marie. Ouais, bon, ouais. Sylvie Tellier, bravo. Il a dit Bafi, t'es une merde. Attention, c'est à 3-3, égalisation. Oh là là, la Savoie recolle. Laurent, qu'est-ce qui se passe, mon petit Laurent? Bah rien, je laisse Pascal qui est mon ami. Ah oui, c'est ça, oui. Attention, Philippe. Non. Ouais. Merde. Il a dit l'interprète. Tu baisses tout le monde. Tu la passes tout le temps. Pascal Selem. C'est pas juste. Il a dit Loveboat. C'est attends. Mais Loveboat, c'est le nom de la chanson. mais ils Moi, sont ensemble. ce que je veux, c'est l'interprète. Ils sont ensemble, c'est trop facile. La croisière s'amuse. Ah là. Il y a Julie Lescaut qui débarque. On veut l'interprète, Véronique. Oh là là, Ouais. je les aurais pas su de toute façon. Si en même temps tu mets que les ex de Pascal, c'est facile pour lui. hein. Oui. Attention. Et là, Philippe. Gainsbourg. Ouais. Oh là là. Pour une fois.
Ça fait combien? À 4-4. Ah, c'est chaud ce soir. C'est très très serré, Méline, ce soir. Hein. Ouh, j'adore. Attention, attention, c'est très très serré. Philippe. Oui. Qui a répondu? Oui, on me dit. Oui, oui. On me dit que... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bien, attention, Philippe. Lenny Kravitz. Hey, David, t'en as trouvé un là? Même moi j'en avais trouvé. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Ça ressemble au final, ça. Let's rule. Oui, oui. Philippe. Peter Ferry. Ouais. David Charvet, mesdames, messieurs. David Charvet. Brian Ferry. Roxy Music. Roxy Music. Attention, ça c'est un peu plus compliqué. Philippe. Le groupe. Durand. Quel Porphyre. Dire Porphyre. Non. Soft Cell. Ouais. C'est Soft Cell. Soufflage. Ben, s'il y a eu soufflage. Soufflage. Attendez, s'il y a eu soufflage, le point va ici. Ah hein. non, parce qu'ils ont soufflé aussi. Ah, ils ont soufflé aussi. Bon, attendez. Non, il y a eu soufflage de tous les côtés. J'ai le commissaire Lescaut. Simplement, il y en a qui ont les oreilles moins habiles que Voilà, d'autres. Véronique. Mais il y a eu soufflage de partout. Donc Bien. c'est bon. Donc on est à combien, Méline, avec tout ça? C'est top show, là. Ah ouais, Vraiment, c'est plus rigolo. Alors attention, parce que là, vraiment, c'est très serré, le score. Je crois que vraiment, il faut vous concentriez à mort, et vous aussi, chez vous, d'ailleurs. Attention, Philippe. Le groupe. Tati. Ouais. Il a volé. 26 cm3. Un groupe des années 70 qui a fait un album sur des What Night. Là, ben, Philippe a été grand. C'est-à-dire à la première note de la nappe de synthé. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Mais c'est un standard, faut dire que c'est un standard. C'est un Et on standard, a mais tous triqué encore là-dessus. faut-il connaître Ten Sissi parce que... Non, moi je connais cette musique, mais déjà à dire que c'est Ben Zizi ou je sais pas ce que ça dit. Bon, attention. Attention. Attention, Philippe. Big Jeez. Deux fois. Il y a un soufflage. Il y a le point. Le point vient là puisqu'il y a eu soufflage là-bas. C'est ça, Philippe. Vous êtes quand vous soufflez, le point va de l'autre côté, donc c'est ridicule. Bah oui. C'est un moyen qu'on a inventé pour interdire le soufflage. Bon, alors là, on est à 7-7, c'est énorme. Et là, maintenant, effectivement, on arrive à la série des bancos. Vous savez que la solidarité, c'est fini. C'est chacun pour sa gueule. Comment ça? Bah, c'est chacun. C'est celui qui répond qui a gagné. C'est plus par équipe, maintenant. Ah ouais. Mais j'y connais rien, moi. On va voir. Attention. Le banco. Philippe. Oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui donne? Sinatra, Dean Martin. Dean Martin. C'est Célène qui gagne. Aussi. Attention, on passe maintenant au Super Banco et celui ou celle qui va trouver le Super Banco sera le grand gagnant ou la grande gagnante de la soirée, Philippe. Non. Sinatra. Frank Sinatra. Sur les bassets. Jerry Lewis. Michel Leb.
Bill Cosby. Bill Cosby, non? Bill Cosby. Crosby. Bing Crosby. Jane Kelly. C'est rigolo, vas-y. Attends. Je vais vous donner un indice. Non. Je vais vous donner un indice. Mickey Rooney. Sammy Davis Jr. Non, Mickey il a Rooney. une fille. Sammy Philippe Davis Jr. recommence. Sammy Davis. Ah ouais, c'est... Harry Connick Jr. Ouais, non. Mais non. Nadia Vadori, mesdames, messieurs. Nadia Vadori. Motion and Motion au Théâtre Sud-End dans le 18e. Bravo, Nat King Cole. Et voilà, bravo. Extraordinaire, Nadia Vadori, tu vois. T'as raison de lui faire confiance. Elle a gagné le super méga top ultra banco devant Célène et Baffy, qui sont pourtant deux concurrents du diable. Voilà, Laurent, vous êtes fait moucher par cette confiance. Vous êtes minable. Et voilà, c'était Tout le monde en parle. L'émission où tout le monde peut parler. Oui. Avec Laurent Baffy, merci. Véronique Géneste, Julie Lescaut sur TF1. Et en tournage, une femme trop parfaite de Bernard Usan. Le tournage commence la semaine prochaine. Merci. Nadia Vadori, Motion and Motion, mise en scène par Nadia Vadori, avec Nadia Vadori, du 18 mars au 6 avril, au Sud-End Théâtre, dans le 18e. À 19h. Kenza, bonsoir. Dans 15 jours, j'ai quitté Bagdad. Ça sort chez Mango le 3 avril et elle dédicacera son livre demain, le 23 mars, entre 15h et 19h, au Salon du Livre. Qui le kiffe? Le mec avec l'alarme, là, voilà. Fondateur du mouvement Human Shield, ce qui veut dire bouclier humain. Romain Goupil était avec nous ce soir. David Charvet, merci. David Charvet, l'album s'appelle Leap of Faith et le single Take You There. Et il sort le 25 mars. Alors David Charvet est en tournée. Le 21 mai à Divonne, le 23 mai à Lyon, le 24 mai à l'Olympia, le 26 à Lille, le 27 à Orléans et le 28 à Bordeaux. Merci David d'avoir été avec nous. On va se croiser, David. Daniel Vaillant qui est parti. La sécurité, priorité à gauche. C'est édité chez Plomb. Marie-Laure Meyer, qui veut tuer la démocratie. C'est édité chez De Noël. Impact, mesdames, messieurs. Alain Soral, Socrate à Saint-Tropez, aux éditions Blanche. Voilà. Et Reporters sans frontières. L'album s'appelle Dignity, avec Jean-Louis Murat, Jean-Louis Aubert et Indochine. Voilà. C'était Tout le monde en parle. Et à la semaine prochaine. Satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Oh, you mama, open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Come on, come on.
talking. Grab your coat and let's start walking. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bang, a little less fun. I got blisters on my fingers. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.